Bonjour à tous. Une nouvelle ère s'ouvre en Afrique de l'Ouest. 8 pays de cette sous-région et la France ont décidé d'une réforme d'envergure du franc CFA. La monnaie change de nom pour s'appeler l'ECO et les réserves de change ne seront plus centralisées au Trésor français. Cette suppression du compte d'opération à la Banque de France a été annoncée lors d'une conférence de presse conjointe du président français Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. En dépit de la disparition du franc CFA annoncé pour l'année 2020, le journal français Le Monde précise que certains de ses fondamentaux vont demeurer puisque l'ECO conservera une parité fixe avec l'euro et sa garantie de convertibilité sera toujours assurée par la France. Quelles sont les conséquences sociopolitiques et économiques de cette réforme historique majeure du franc CFA devenu l'ECO d'ici 2020? Quelles leçons pour la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? Dans l'un de ces pays, le Cameroun, l'opinion publique a vécu un contentieux préélectoral très agité. À l'issue d'une audience marathon, le Conseil constitutionnel a rendu 55 décisions selon Cameroun Tribune. Ce journal s'appesantit sur le rejet de la liste RDPC dans le Boyo, celle du SDF Ngoketundia Sud et la réhabilitation de 5 listes de l'UPC. Cependant, certains contentieux ont suscité un grand intérêt du public. La disqualification d'Hervé Emmanuel Combes sur la liste RDPC pour double nationalité a mis en lumière des dysfonctionnements sur les procédures de délivrance des documents légaux et relancé le débat sur la place des binationaux dans la haute administration publique au Cameroun. Alors que le Conseil constitutionnel a décidé du remplacement de Hervé Emmanuel Combes par un autre candidat RDPC, le SDF crie au scandale lors de la disqualification de sa liste à Douala Ier au motif que d'anciens militants du RDPC démissionnaires n'étaient pas en règle avec leur cotisation et le processus de démission était illégal. S'agit-il d'une justice à géométrie variable? Quelles sont les implications juridiques et politiques de telles décisions de justice dans l'attente de l'ouverture de la campagne électorale prévue en fin janvier 2020? Des démissions en cascade sont enregistrées sur la liste RDPC et SDF dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Sur le théâtre de la guerre, la Nouvelle Expression constate que la maison du vice-président de l'Assemblée nationale, Joseph Mbandam, et le maire de Kumbo, Donatus Njong, ont été incendiés. Selon ce journal, il y a un acharnement des groupes armés contre les responsables du SDF engagés dans cette compétition électorale, critiquée dans cette partie du Cameroun. Malgré l'adoption d'un statut particulier pour les régions du nord-ouest et sud-ouest à l'Assemblée nationale, les violences meurtrières n'ont pas baissé et la communauté internationale fait planer des sanctions sur le Cameroun. Au moment où la question de la crise anglophone est sur la table du Conseil national de sécurité des Nations Unies, que faut-il faire pour éviter un embargo diplomatique préjudiciable pour le Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Maître Désiré Sikati. Maître Désiré Sikati, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être présent sur votre plateau. Vous représentez le MRC et ses alliés sur le plateau de droit de réponse. Également présent sur ce plateau de droit de réponse avec Maître Simon Serre Kaka. Bonjour. Bonjour Cédric Moufélé, bonjour à tous les co-panélistes et surtout bonjour aux nombreux téléspectateurs de Kinos Télévision. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, l'un des éditorialistes de la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Moufélé, je salue tous les co-panélistes, mon affection, mes amitiés fraternelles à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Sur le plateau de droit de réponse, ce dimanche, nous recevons Maître Moustapha Ngwana. Maître Moustapha, bonjour. Bonjour Cédric, c'est un plaisir renouvelé de me retrouver sur votre plateau. Je salue également vos nombreux téléspectateurs. Donc, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous faites partie du conseil juridique du SDF, vous êtes intervenu durant ce contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie une nouvelle fois.
J'annonce également sur le plateau droit de réponse mandataire du RDPC, le parti au pouvoir, qui reste attendu ici sur le plateau de droit de réponse mandaté par le RDPC, le représentant de ce parti politique qui se fait attendre sur le plateau de droit de réponse ce dimanche. Messieurs, j'aimerais avec Edmond Kambia commencer cette dernière actualité concernant le franc CFA qui change de nom et devient l'écho d'ici 2020, annonce faite par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, les deux présidents ivoiriens et français, lors d'une conférence de presse dans ce pays, la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Quels sont les points saillants de ces réformes qui sont annoncées? Edmond Kambia. D'abord, il faut dire que c'était prévu. On attendait cette annonce. Parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait par les États membres de la CEDEAO. Il y a plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest qui s'étaient déjà réunis, qui avaient travaillé en profondeur sur le projet d'une nouvelle monnaie. Et la question était de savoir le nom qu'on pouvait lui attribuer. Et d'un commun accord, plusieurs États ont estimé qu'on peut lui donner le nom ECO. Il faut dire également que dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest, qui est assez variée et diversifiée au niveau des langues, parce qu'il y a des francophones, des anglophones, il y a également dans cette sous-région d'Afrique de l'Ouest plusieurs monnaies. Il y a encore le franc CFA, il y a des monnaies particulières pour chacun des États. Il s'agissait pour eux, qui sont très avancés au niveau de l'intégration sous-régionale, d'avancer de manière significative sur le plan de la monnaie. Et vous savez, le rôle que joue la monnaie en Afrique, le rôle que joue la monnaie dans chaque pays, c'est une arme de souveraineté. Et quand plusieurs États décident de se mettre ensemble, de renforcer leur souveraineté monétaire, c'est très très important. Ce d'autant que c'est dans une sous-région qui sert de modèle à d'autres sous-régions africaines, notamment en Afrique noire subsaharienne. C'est-à-dire que cette rencontre, cette annonce qui a été faite, et comme par hasard, par Alassane Ouattara, au sortir, on le voit, d'une rencontre avec Macron, montre à souhait que les batailles auxquelles on assiste aujourd'hui dans la sous-région, par exemple Afrique centrale, sur la question de la monnaie du franc CFA, en sortie ou pas, l'Afrique de l'Ouest nous montre l'exemple, la voie à suivre. On peut en sortir, mais il faut créer les conditions qui permettent à chacun des États qui accepteraient de se mettre ensemble pour une nouvelle monnaie, de voir qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd. Alors, parmi les réformes qui ont été annoncées, la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. La France également va retirer des instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine ses représentants. Et il y a également le fait que le franc CFA devra désormais s'appeler l'ECO pour les 8 pays d'Afrique de l'Ouest qui utilisaient jusqu'ici le franc CFA. Maître Moustapha Ngwana, une réforme de la monnaie franc CFA en Afrique de l'Ouest, comment vous l'appréciez? Il faut dire que la réforme était attendue. Elle était attendue et c'est déjà un relatif progrès, c'est une relative avancée. Mais seulement il faut dire que je reste sur ma faim parce que j'ai quand même écouté plusieurs monétaristes qui avaient le sentiment qu'il s'agit simplement d'un changement de dénomination et que fondamentalement la réforme n'était pas totale. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui le fait que les réserves de change seront plus déposées au Trésor français, ça également c'est une avancée notable, mais seulement il me semble que nous sommes toujours dans un processus d'infantilisation parce que rien n'explique qu'à ce jour la garantie de convertibilité soit assurée par un autre État. Comment vous comprenez ça lorsque la France reste le garant de la convertibilité de l'éco et la parité fixe avec l'euro? C'est ce que j'essaie d'appeler, c'est ce que j'appelle une espèce d'infantilisation. C'est dire que nous sommes incapables de pouvoir donner à nos économies des structures suffisamment fortes pour pouvoir garantir les parités. Et en plus, je ne vois pas, les monétaristes estiment que les fluctuations sont intéressantes dans le cadre de l'économie. Donc avoir une parité fixe ne nous n'arrange pas forcément les choses. Et on n'a pas besoin que les tiers continuent d'intervenir dans notre économie. Il faut que les décisions soient prises par les Africains dans l'intérêt des Africains. Lorsque la France
la France continue d'intervenir, quelle que soit la qualité de son intervention, c'est toujours vu de manière suspecte par les Africains. Il faut que le cordon ombilical soit complètement coupé, et c'est ce pourquoi beaucoup d'Africains plaident. Il y a le leader du parti leader en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, qui a proposé également des réformes, qui permettaient également de couper définitivement le cordon ombilical. Vous allez vous rendre compte, les États comme le Nigeria et le Ghana, qui étaient embarqués dans l'aventure, ont freiné des 4 fers. Il faut bien se poser les questions. C'est des pays quand même qui ont des économies qui sont suffisamment solides. Lorsque ces pays-là décident de se retirer, cela devrait nous interpeller. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'estime que la garantie de convertibilité ne doit pas être assurée par un État tiers. Il s'agit quand même d'une kyrielle d'États et d'avoir un seul pays qui décide en réalité en dernier ressort pour eux. Parce que, voyez-vous, même si la France n'est pas aujourd'hui, il ne sera plus au conseil d'administration de la BCEAO, même si ses ressortissants ne vont plus intervenir. Nous avons toujours le sentiment, et c'est ce que partagent beaucoup d'Africains, que dans le noir, ils vont tirer les ficelles, et que voilà. Donc, il faut que les liens soient coupés de manière définitive pour que les Africains sentent qu'ils ont la pleine maîtrise de leur monnaie. Si jamais il y a des conséquences néfastes, que nous serons prêts également à les assumer. Donc, on ne peut pas continuer, puis près de 60 ans après les indépendances, à dépendre consubstantiellement des décisions qui viennent, des décisions exogènes, parce que nous devons pouvoir penser notre économie, mais penser notre économie dans le sens de l'intérêt supérieur de nos peuples. Donc, après vous, Maître Moustapha Ngouada, Maître Désiré Sikati, sur le fait que la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, peut désormais disposer des réserves de change déposées au Trésor français et les placer où bon lui semble. Il y a également le fait que le franc CFA change de nom, mais la parité fixe avec l'euro est maintenue selon les réformes annoncées par les 2 chefs d'État ivoiriens et français. Quel est votre regard que vous portez sur ces réformes du franc CFA en Afrique de l'Ouest? Bon, déjà, je dois avouer que, comme tout le monde le sait d'ailleurs, le franc CFA, c'est une monnaie qui est partagée par 8 pays de l'espace UEMOA. Il y en a 8 pays qui utilisent le franc CFA. Ben, j'ai été surpris de voir que, en fait, la conférence de presse par laquelle les présidents Ouattara et Macron ont annoncé la fin du franc CFA, que cette conférence de presse, non seulement elle a été annoncée en Côte d'Ivoire, mais en plus on a eu l'impression qu'il s'agissait en fait d'une affaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Bon, à partir du moment où ce franc CFA est quand même utilisé en dehors de la Côte d'Ivoire, parmi les pays de l'UEMOA, par 7 autres pays, je suppose que ça aurait été plus crédible et beaucoup plus, beaucoup plus facile à accepter, qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière, si jamais, eh bien, l'annonce avait été faite au cours d'une grande conférence qui réunissait les dirigeants ou bien les représentants de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA. Bon, maintenant, il me semble aussi que le président Ouattara fait partie de ceux des présidents africains de l'espace CFA qui donnaient l'impression que le franc CFA est une monnaie importante et intéressante pour certains pays africains, du moins les pays de la zone franc. Donc, l'impression qu'on peut avoir, c'est que, certes, à première vue, la France, aujourd'hui, elle a accepté la cessation du compte des opérations. La France accepte aussi que que l'éco remplace le franc CFA. Mais ce qui intéresse beaucoup plus les patriotes africains, ou bien ceux qui veulent vraiment une véritable souveraineté monétaire africaine, c'est que l'Afrique soit capable, ou bien que les pays de la zone franc CFA soient capables de négocier au même pied d'égalité avec la France et de négocier aussi avec d'autres entités monétaires. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait savoir que le franc, l'éco, qui sera la nouvelle monnaie utilisée par ces 8 pays de l'espace ouest africain, sera indexé sur l'euro, mais en même temps, on nous dit que c'est la France qui va garantir cette indexation-là. Donc, ça veut dire que si la France n'est pas impliquée dans les négociations, eh bien, l'éco ne peut pas être indexé sur l'euro. Et c'est là où ça devient un peu problématique, parce que ce serait peut-être... Lorsque j'ai entendu, par exemple, le président Idriss Déby dire
faire des critiques sur le franc CFA. Le sentiment que j'avais, c'était qu'il fallait donner la possibilité aux pays de l'espace franc CFA de négocier de façon ouverte avec toutes les autres monnaies, de négocier avec toutes les autres monnaies. Aujourd'hui, si vous voulez acheter quelque chose, peut-être en dollars, vous êtes obligé de passer toujours, je veux parler de l'éco, vous êtes obligé de passer d'abord par l'euro avant d'acheter en dollars. Donc ça crée une sorte un environnement de dépendance, voilà, de certains pays africains vis-à-vis de l'euro. Et le vrai problème, c'est même pas l'euro, le problème c'est que c'est la France qui est en fait notre couverture. Tout se passe comme si sans la France, les Africains sont incapables. Les Africains de l'espace franc CFA sont incapables de négocier une parité monétaire. Bon, et puis, je ne crois pas que quand la France accepte, on sait très bien que le compte des opérations qui était domicilié auprès de la Banque de France a été utilisé par l'État français dans le cadre de l'impulsion de sa propre économie. Tout le monde le sait. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que la France peut consentir à abandonner ce compte des opérations, à rétrocéder au pays de l'espace UMOA le contenu de ces comptes d'opération-là sans avoir quelque chose en contrepartie. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la garantie que la France va apporter pour l'éco vis-à-vis de l'euro, c'est une garantie qui certainement a une contrepartie que nous ne maîtrisons pas. Alors, sur cette question, pour donner plus d'éléments sur cette garantie, si la BCEAO fait face à un manque de disponibilité des réserves pour couvrir ses engagements en devises, elle pourra se procurer les euros nécessaires auprès de la France. Cette garantie prendra la forme d'une ligne de crédit selon les réformes annoncées. Vous voyez, on dit exactement la même chose, parce que moi, je me serais attendu à ce qu'on dise qu'elle pourra se fournir en euros auprès de la banque de la banque qui, au niveau de l'Union européenne, la Banque centrale européenne qui se charge de battre la monnaie européenne. Mais maintenant, s'il faut passer par la France pour avoir des euros, alors que la France est un État membre, voilà, une des parties à l'euro, autant que l'Allemagne ou bien la Belgique, moi, j'ai envie de dire qu'en fait, ça risque d'être un marché de dupes. On a vraiment l'impression qu'en réalité, l'éco est juste un changement de dénomination, mais au fond, on a la même monnaie qui garde la même structure, qui garde le même procédé de convertibilité et même de garantie sur le plan monétaire. C'est ça qui est inquiétant. Lorsque les monétaristes défendent l'idée d'une véritable souveraineté monétaire des pays de l'espace franc CFA, il s'agit de discuter au même pied d'égalité aujourd'hui que la France. C'est ça qu'il est question. Il y a une réaction d'une activiste politique camerounaise, conseillère de l'ex-président Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire, qui a été débarqué, qui a été expulsé de la Côte d'Ivoire il y a quelques semaines. Elle dit « L'Union monétaire ouest-africaine vient de kidnapper l'écho de la CEDEAO. La France avance sans bouger. Il faut libérer l'écho. » Ce sont les propos de Nathalie Yamb sur son compte Twitter. Avec vous, Maître Simon-Serge Kaka, une réforme du franc CFA, et pourtant, d'aucuns estiment que rien n'a véritablement changé dans le fond, puisque la parité reste fixe et que la garantie de convertibilité pose des questions importantes. Monsieur Moufélé, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette question. Je vais vous avouer que lorsque j'ai vu la conférence de presse d'hier entre le président Macron et le président Alassane Ouattara sur l'adoption de l'éco, le sentiment que j'ai eu tout de suite, c'est ce qui se passait en 1959. Vous savez, lorsque le président de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il a prêté serment le 4 octobre 1958, il a décidé de mettre en place les instruments de la coopération, pour ne pas dire de l'exploitation, que la France devait implémenter en Afrique. Il a adopté le franc CFA et le président de la Côte d'Ivoire de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, avait joué un rôle de premier plan. C'est pour ça qu'on le considère comme un acteur central de ce qu'on appelait la France-Afrique, aux côtés de Jacques Foccart, qui était le conseiller Afrique de l'Élysée à l'époque. Quand j'ai vu l'image d'hier, cela m'est revenu à l'esprit qu'effectivement aujourd'hui, nous assistons à un stratagème qui consiste pour la France à utiliser le président de la Côte d'Ivoire pour mettre en place un nouvel instrument de néocolonialisme. Pourtant, le président Emmanuel Macron dit que la France veut démontrer par là qu'elle ne va plus stocker les réserves de change de ces pays d'Afrique de l'Ouest et leur permettre de pouvoir librement gérer leurs réserves. Simplement, elle se porte en garant
pour permettre la convertibilité et également octroyer des lignes de crédit si les réserves venaient à s'amenuiser. Non, en fait, je dis nous Félé, c'est une affaire de stratégie et c'est un jeu de mots. Tout ce qu'on a vu, a priori, on peut penser que les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA sont en train de poser là les jalons d'une véritable indépendance économique. Parce que, soit dit en passant, pour conquérir l'indépendance économique, il faut d'abord conquérir une souveraineté monétaire. Bon, ça c'est important. Mais la vérité, c'est que, tel que c'est perçu là, la France veut utiliser un stratagème qui consiste à changer le nom. Mais en réalité, on va rester dans le même système. Et il y a quelque chose qui m'a choqué sur la forme. Et ça, je rejoins entièrement Désiré Sikati, quand il dit que, en fait, cette affaire de l'éco, c'est une affaire qui concerne tout l'UEMOA. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'adoption de l'éco soit annoncée uniquement dans le cadre d'une conférence de presse entre le président français et le président de la Côte d'Ivoire? Parce qu'en réalité, c'est une affaire qui devait être l'aboutissement d'un travail de concertation qui a été fait par les 8 pays membres de l'UEMOA. Et il aurait été plus souhaitable que cette annonce soit faite, soit par le gouverneur de la BCEAO, soit par tous les chefs d'État de l'UEMOA. Qu'est-ce qui peut expliquer que c'est la France qui vient annoncer ça avec la Côte d'Ivoire? Cela veut tout simplement dire que c'est une simple négociation entre la France et la Côte d'Ivoire, et on utilise le président Ouattara pour implémenter le processus. Maintenant, ce que je voulais faire observer, tout à l'heure c'est Edmond qui le faisait observer, lorsque les débats ont commencé sur l'adoption d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, ce débat concernait les 15 pays de la CEDEAO. Parce qu'il faut que les gens le sachent. L'Afrique de l'Ouest a ceci de particulier que, à la différence de la CEMAC, ils ont 2 institutions. Il y a d'abord la CEDEAO qui regroupe 15 États, et il y a l'UEMOA qui regroupe les 8 anciennes colonies françaises. En fait, les 8 anciens pays membres de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique occidentale française. Les 8 pays membres. C'est ça qui constitue l'UEMOA. Au départ, l'adoption d'une nouvelle monnaie devait concerner les 15 pays de la CEDEAO. Mais c'est posé un problème important et crucial. C'est que dans la CEDEAO, il y a 8 monnaies. Parce qu'il y a le CFA qui est utilisé par les 8 pays de l'UEMOA et il y a les 7 autres pays qui utilisent chacun sa monnaie. Il y a le franc guinéen. Oui. Alors, il s'est posé un gros problème au niveau du respect des critères de convergence. Il faut que cela soit clair dans les esprits. Et sachant donc que certains pays ne respectaient pas les critères de convergence, la France a trouvé bon de se limiter à l'UEMOA pour faire que cette affaire reste une affaire franco-française. C'est pour ça que la France joue un rôle de premier plan. Donc, cela veut dire tout simplement que l'indépendance monétaire qu'on annonce là ne va pas avoir lieu. Tout simplement parce que la France va rester au centre de tout ce qui va se passer. Maintenant, lorsque vous voyez, lorsque vous faites l'exégèse des mesures, des réformes qui ont été entreprises, on serait tenté de penser que nous allons sortir de l'auberge. Mais à la vérité, tel que c'est parti, la France va rester maître du jeu et il sera très très difficile que cette monnaie existe même dans cette zone qui en fait est dominée économiquement par les pays comme le Nigeria et le Ghana qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Cela va poser un vrai problème. Donc pour moi, le débat reste entier. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut donc maintenant que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest inspire un peu l'Afrique centrale pour qu'on trouve une autre stratégie qui va nous permettre de poser définitivement les bases de notre indépendance économique. Autre réaction, toujours en Afrique de l'Ouest, c'est celle de l'ancien ministre de la Prospective et l'évaluation des politiques publiques au Togo, Nounou Kako, qui a été aussi l'un des porteurs de ce débat sur la sortie de la zone franc CFA. Il estime que le passage de franc CFA à l'éco est une bonne nouvelle pour l'avenir des pays qui l'utiliseront. Nous resterons tout de même vigilants sur la question du régime de change qui devrait bientôt être résolu, la parité fixe étant transitoire. Edmond Kanga, tout le débat, selon des anciens ministres, cet ancien ministre togolais, c'est sur le régime du change. Cette parité fixe éco-euro qui pose toujours problème pour lui, c'est une parité transitoire. Il faudra la faire évoluer. Je partage cet avis, c'est une parité transitoire, ce d'autant que le débat se poursuit, les concertations continuent entre les différents États.
entre la France et l'ensemble des États membres de l'UMOA, mais entre l'ensemble des États membres de la CEDEAO, c'est-à-dire inclus ceux de l'UMOA. C'est pour dire qu'en réalité, on note des avancées symboliques. Les avancées qu'on a pu noter sont symboliques. Le changement de dénomination est symbolique. C'est une symbolique forte. Parce que quand on parle du franc CFA, qui nous rappelle les comptoirs coloniaux africains, à une autre dénomination commune, qui symboliquement ne nous rappelle plus le franc CFA, l'éco, c'est un choix, ça aurait pu être une autre dénomination. Mais il fallait sortir du franc CFA, de la dénomination. Symboliquement, c'est important. Et il y a aussi un autre acte fort, c'est-à-dire le transfert des réserves de fonds. Désormais, c'est la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest qui va s'en occuper. Il dit, sur le plan du symbole, c'est important. Même si on observe la résistance de la France. Parce que lorsqu'une conférence de presse est ainsi présentée sur la forme, entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, ça veut dire ce que cela veut dire sur le plan diplomatique, en tout cas sur le plan de la diplomatie financière. Cela signifie que c'est nous qui contrôlons cette nouvelle monnaie. Le représentant en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire. Et le parrain, reste la France. C'est un message fort qui est adressé non seulement à l'ensemble des pays membres, des 8 pays membres, mais également à l'ensemble des États de la CEDEAO, c'est-à-dire aux autres pays qui ont encore leur propre monnaie. C'est pour vous dire, nous voulons bien que vous entriez, n'est-ce pas, dans cette nouvelle dynamique de l'éco, mais tenez compte du fait que je ne suis pas parti, que la France, je parle de la France n'est pas partie. Donc il va falloir négocier davantage entre les différents États membres. Les autres États membres qui ne font pas partie, le MOA, notamment le Niger, le Ghana et d'autres, qui pèsent sur le plan économique et financier en Afrique de l'Ouest. Mais je pense qu'au-delà de cette... je ne voudrais pas parler de tension, parlons de divergence ou de manque de convergence entre la Côte d'Ivoire, la France, d'une part, et les autres États membres de la CEDEAO, je précise. Il va falloir que le combat continue, que les concertations se poursuivent. Mais le message fort est également adressé à l'Afrique centrale, je l'ai dit tantôt, que vous, les États de l'Afrique centrale, vous, les États CFA d'Afrique centrale, si vous tenez à avoir une nouvelle monnaie, sachez que vous passerez par le même processus. Ce dont dire qu'en réalité, au niveau de, j'allais dire, la CEMAC, il va falloir que les chefs d'État, parmi lesquels Idriss Déby, parmi lesquels Paul Biya et autres, Théodore Obiang Nguema, qui ont la volonté d'aller autrement dans leur relation monétaire avec la France, de trouver les meilleures stratégies possibles pour faire en sorte que la zone CFA d'Afrique centrale puisse bénéficier au maximum en tirant compte des leçons de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État de la CEMAC ont mandaté la commission de la CEMAC et la BEAC de mener des réflexions en vue de réviser les accords de coopération monétaire entre la zone CEMAC et la France. Pour autant, il y a des leçons à tirer, Maître Moustapha Ngouana, de cette réforme du franc CFA devenu éco d'ici 2020, avec une BCEAO qui a désormais les plans pouvoir sur la gestion de ses réserves de change, mais une parité fixe arrimée à l'euro et le garant qui demeure la France. Il faut dire que fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, je l'ai dit à l'euro de mon propos, il s'agit d'un changement il s'agit en réalité d'un changement de dénomination. J'ai écouté tous les panélistes prendre la parole, mais rien n'a été dit sur la personne qui va continuer à battre la monnaie. Qui va battre la monnaie? Le franc CFA est battu à Chamalières. Ouais. Il est battu à Chamalières. Donc on fait l'impasse sur l'institution qui va battre la monnaie. C'est la BCEAO. Si la BCEAO, bon, la BCEAO va battre la monnaie. Si c'est le cas, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut le dire, quand on parle de parité, on parle de convertibilité également. C'est en réalité, s'agissant de cette monnaie-là, c'est un vain mot. Parce que vous ne pouvez pas prendre, l'éco ou le franc CFA. Aller dans un pays comme le Vietnam pour pouvoir faire les achats. Vous arrivez là-bas, on va vous dire que c'est du papier. Ce n'est pas de la monnaie. Donc vous avez besoin de revenir, obtenir une autre monnaie pour pouvoir facilement faire vos opérations. Et là, c'est un problème. Donc en réalité, nos monnaies restent des monnaies approximatives.
Je ne veux pas dire, je ne pense pas que, quoique n'étant pas spécialiste de la monnaie, ce ne sont pas. J'ai été surpris la première fois lorsque je me rendais en Afrique de l'Ouest. Je suis en Afrique de l'Ouest. La première fois où j'y suis allé, j'avais certes pris quelques dollars, mais j'avais également des francs CFA de notre zone ici. Et je suis arrivé, je ne pouvais rien acheter avec les francs CFA de la zone CEMAC en Afrique de l'Ouest. En tout cas, il fallait perdre des francs, environ 10% sur ce que vous aviez pour pouvoir faire des opérations. Ça veut dire que ce ne sont pas des monnaies qui sont complètes. Quand on parle de convertibilité et conso, vous comprenez que en réalité, la France continue de tenir les ficelles et tient les ficelles. Le président ivoirien, lui, il estime que c'est pour éviter les risques d'inflation que cette parité fixe est maintenue entre l'euro et l'éco. En réalité, il faudrait plutôt maîtriser les structures de notre économie. C'est ça qui est important, c'est ça qui est le plus important. Il faut que nos économies soient compétitives. On vous dit que un euro vaut environ 32 000 francs, 32 000 de la monnaie vietnamienne par exemple. Mais ce sont des économies qui sont compétitives. Donc en réalité, la flexibilité de la monnaie n'est pas qu'un désavantage. Il faudrait plutôt que les structures de notre économie soient suffisamment solides. Maintenant, s'il faut tirer des leçons, on doit se dire que nous avons vu jusqu'où les démarches sont arrivées avec les autres. C'est déjà un avantage de savoir, d'avoir ce premier document de travail-là et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour pouvoir réclamer ou revendiquer plus. Mais en réalité, le terme revendiquer plus, même, c'est un terme qui me semble inapproprié parce qu'on prétend que nous sommes des États indépendants. Lorsque vous êtes indépendant, en réalité, c'est vous qui fixez le cap, c'est vous qui décidez de la trajectoire que doit prendre votre économie. Ce débat que nous menons là aujourd'hui nous fait comprendre qu'en réalité, nous ne sommes pas des États indépendants. Et il faut comprendre qu'il n'y a aucune zone, il n'y a aucun pays, les pays les plus pauvres du monde, curieusement, se retrouvent dans la zone qui utilise le CFA. Et il y a une constance. Tout le monde a le sentiment que tout ça également trait à la monnaie, à notre incapacité à pouvoir gérer notre bourse. Vous ne pouvez pas vous développer en ayant votre porte-monnaie tenue par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une réalité qu'il faut noter. Donc, je le dis, on va partir du travail qui a été fait dans la zone CEDEAO, UEMOA, mais seulement il faudrait savoir que la zone d'Afrique centrale doit revendiquer plus. Nous devons avoir plus de liberté, plus de latitude dans la gestion de nos économies et de notre monnaie. Au-delà de cette révision des accords de coopération monétaire entre la France et l'UEMOA, il y a la question de la bonne gouvernance qui va se poser concernant la gestion de ces réserves de change et la politique monétaire à mettre sur pied et la discipline économique qui doit également être de mise pour éviter qu'il y ait inflation et probable dévaluation dans les années à venir. Maître Désiré Sikaki. Mais je pense que vous êtes en train de poser un problème qui est fondamental, parce qu'une chose est de rapatrier tous les fonds des pays de l'Afrique de l'Ouest et peut-être éventuellement les pays de l'Afrique centrale qui partagent en commun le franc CFA, mais une autre chose est d'utiliser cet argent-là dans l'intérêt des peuples qui le produisent. Parce que la question de la gouvernance, malheureusement, est devenue une véritable question lancinante à ce que on a quand même constaté que l'une des raisons pour lesquelles les pays de la zone franc CFA ont du mal à se développer, au-delà des accords coloniaux qui continuent à plomber notre économie et les échanges entre ces pays-là et la France notamment, on a également la mauvaise qualité de la gouvernance. Voilà, donc aujourd'hui, quand même, lorsque vous regardez les rapports qui sont publiés régulièrement au Cameroun par l'Institut national de la statistique et même les rapports qui sont publiés par la Chambre des comptes de la Cour suprême, vous voyez très bien qu'il est mis en cause la mauvaise qualité de la gouvernance comme l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun a du mal à se développer. Donc, quand je prends par exemple le cas du stade de Olembe, je prends ce cas parce que je pense qu'il s'agit d'un cas trivial que tout le monde comprend facilement. Vous prenez le cas d'un stade de Olembe qui, à l'origine, était prévu pour être construit à 150 milliards de francs CFA, étant donné qu'on a parlé d'un complexe. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de spéculer à plus de 250 milliards de francs CFA. Donc, si vous avez des gouvernants qui ne sont pas capables de bien spécifier la qualité de la dépense publique, ce qui va se passer, c'est que
les économies que vous allez faire, bon, quand je parle d'économie, ou bien les réserves que vous allez de change que vous allez développer et garder par devers vous, ici, à travers, par exemple, pour le cas du Cameroun, à travers la BEAC, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que cet argent va être mis à la disposition de l'économie camerounaise, eh bien, il va être détourné dans les mauvais projets, dans la corruption, dans les cas de surfacturation. Donc, ce qui revient à dire qu'au bout du compte, on est toujours dans un problème politique. Un véritable, parce que même le problème de la qualité de la gouvernance est lié également au problème de la transparence dans le processus démocratique. Bon, tant qu'on n'a pas à la tête de nos États des dirigeants qui sont légitimes, des dirigeants qui savent que leur gouvernance doit être assise sur une base populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de qui doit gouverner et que le peuple, au moment venu, a le droit de sanctionner les dirigeants sur la base du bilan de leur travail. Ben, ce qui va se passer, c'est que la France va nous laisser, nos dirigeants corrompus et malhonnêtes vont se l'approprier dans leur intérêt et dans l'intérêt des membres de leur famille ou bien de leur clan. Et nous voyons très bien que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple que dans une administration comme l'ENAM, lorsqu'on organise un concours administratif, mais pratiquement 70% de ceux qui sont retenus ont des liens de filiation, des liens d'amitié ou bien des liens dans des cercles qui sont un peu compliqués à expliquer avec certaines personnes qui sont impliquées au plus haut niveau dans la gestion de l'État. Mais je pense qu'on a le droit de se poser la question de savoir est-ce que la France est le seul pourfendeur de notre développement? Est-ce que nos propres dirigeants mal élus, parce que prenez l'exemple, regardez bien en Afrique, vous allez voir que tous les pays africains qui ont des dirigeants légitimes, c'est-à-dire des dirigeants qui sentent que leur mandat repose sur une fondation du vote populaire, eh bien ces pays-là se développent. Allez voir le taux de croissance d'un pays comme le Bénin, regardez celui du Niger. Malgré le fait qu'une bonne partie de la dépense budgétaire du Niger soit aujourd'hui engagée dans la lutte contre le terrorisme. Donc, à côté de ça, quand vous prenez des pays, même en Afrique de l'Ouest, quand vous prenez le Ghana, des pays tels que le Ghana, mais vous voyez très bien qu'il ne suffit pas de exactement comme ceux qui nous dirigent au Cameroun se comportent, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'ils ont ce droit naturel de brimade et d'étouffement sur la population, et qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent gérer le pays comme bon leur semble, eh bien, on va toujours se retrouver dans des situations où vous aurez des ministres qui, sur le plan législatif, sont en réalité des fonctionnaires parce qu'ils travaillent pour l'État, mais qui, au demeurant, deviennent à la fin plus riches que des véritables hommes d'affaires qui sont prédestinés à être des multimilliardaires. Je précise que le mandataire du RDPC sur le plateau de droit de réponse est toujours attendu, envoyé par la sous-commission marketing et communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se fait attendre sur le plateau de droit de réponse. Avez-vous, maître Simon Serge Kaka, les critères de convergence qui amènent ces pays aujourd'hui à disposer de la gestion de leurs réserves de change et de leur monnaie désormais baptisée ECO? Est-ce que l'Afrique centrale peut arriver à cette réforme en l'état de son économie? Oui, avant de répondre à votre question, Cédric, permettez-moi de revenir d'abord sur ce que vous avez appelé critères de convergence, pour que les téléspectateurs comprennent. Lorsqu'on parle des critères de convergence, il faut savoir que c'est des critères qui sont au nombre de 5. Il y a d'abord la maîtrise des déficits, il y a la maîtrise de l'inflation, il y a la maîtrise de la dette. Notamment sur le point de la dette, il faut noter que le critère ici, c'est que le taux d'endettement doit être supérieur ou égal à 70% du produit intérieur brut. Il y a maintenant ce qu'on appelle la maîtrise des fluctuations du change et il y a maintenant ce qu'on appelle la maîtrise des réserves extérieures. C'est ça les critères de convergence. Maintenant, est-ce que ces critères sont respectés dans notre sous-région CEMAC? Je n'en suis pas si sûr. D'autant plus que si vous suivez souvent les missions du FMI qui viennent souvent au Cameroun, il y a constamment une pomme de discorde entre le Cameroun et le FMI sur le respect du critère de convergence concernant la dette, où le FMI estime que le Cameroun a une dette qui est aujourd'hui totalement insoutenable. Et le Cameroun estime que non, nous sommes encore dans les limites de la soutenabilité parce que nous respectons ce critère. Mais ce que je veux faire observer, c'est que d'une manière générale, et là maintenant nous rentrons dans le terrain de la gouvernance pour que vous compreniez,
Tout à l'heure, Désiré Sikati s'est longtemps appesanti sur la bonne gouvernance, mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une indépendance monétaire qui, à court ou à moyen terme, vous conduit à l'obtention de votre propre monnaie, cela pose un problème. Parce que dans le jargon de la gouvernance, on dit souvent que la monnaie se nourrit de l'économie. Lorsque vous avez votre monnaie à vous, votre monnaie ne pourra subsister, ne pourra survivre que si vous avez une économie compétitive. Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir une économie compétitive? Il faut procéder à des réformes structurelles et conjoncturelles qui vont faire que votre économie va pouvoir nourrir votre monnaie. Cela pose un problème. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, de l'éco qu'on vient de battre, qu'on vient d'adopter dans la zone UEMOA, cela pose un problème. Est-ce que cette monnaie pourra survivre là-bas en Afrique de l'Ouest? D'autant plus que si nous prenons uniquement les économies de l'UEMOA, uniquement, est-ce que cette économie de l'UEMOA peut peser comme l'économie des sept autres États? En dehors de la Côte d'Ivoire? En dehors de la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure le Sénégal. Tous les autres pays, c'est des petits poussins qui ne pourront pas véritablement entretenir la vie d'une monnaie. C'est pour ça que pour que l'éco qui vient d'être adopté survive, il faut qu'on trouve les meilleurs stratagèmes possibles pour que cet éco soit effectivement adopté dans les autres pays de la CEDEAO, notamment le Nigeria et le Ghana. Parce que sans une économie forte, une monnaie ne peut pas survivre. C'est pour ça que je ne peux pas partager la position du président Ouattara qui estime que le maintien de la France comme garante de la convertibilité, c'est pour éviter l'inflation. C'est pas ça le vrai critère. Le vrai critère aujourd'hui, c'est que si le président Ouattara veut que l'éco qu'il vient d'adopter avec les autres pays de l'UEMOA soit vraiment une monnaie compétitive, il faut qu'on trouve une formule pour que l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest soit compétitive. Maintenant, pour revenir sur nous, il y a un gros problème qui se pose aujourd'hui au niveau de la gouvernance. Parce que tout à l'heure, Sikati parlait du stade Olembe. C'est une situation totalement catastrophique. Parce qu'au départ, lorsque le gouvernement de la République décide de construire ce stade, il allait s'endetter en Italie à hauteur de plus de 163 milliards de francs CFA pour construire le stade Olembe. Avec tout le désordre que nous enregistrons là aujourd'hui, effectivement, le gouvernement est à un endettement qui dépasse largement 200 milliards de francs CFA. Pour construire ça, c'est énorme. Ça pose un sérieux problème de gouvernance. Cela veut dire, en d'autres termes, que même si aujourd'hui, on trouve la meilleure formule pour conquérir de manière efficace notre indépendance monétaire, tant que nous persistons dans la voie de la malgouvernance, tant que nous persistons dans la voie de la corruption, tant que nous persistons dans la voie du tribalisme, du favoritisme, du népotisme, tout ce que nous savons et qui porte grossièrement atteinte à notre dispositif de bonne gouvernance, nous ne sortirons jamais de l'auberge. Donc je suis entièrement d'accord avec M. Sikati pour dire que pour que effectivement aujourd'hui, dans les pays de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, nous trouvons vraiment un véritable équilibre sur le plan économique. Il faut qu'on réussisse à battre notre monnaie. Mais avant de battre notre monnaie, il faut qu'on trouve des formules qui vont nous permettre d'impulser une véritable dynamique de croissance à notre économie. C'est de cette façon-là que nous pourrons sortir de l'auberge. Oui, mais c'est juste à sa suite pour dire exactement, en fait, pour mettre de l'eau à son moulin au sujet de cette question de la monnaie. Mais je dois quand même rappeler que j'ai écouté un certain nombre d'Africains et même d'Européens qui sont spécialisés en questions monétaires. L'élément qui revient régulièrement dans leur discours, c'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire une monnaie n'est véritablement une monnaie que dans la mesure où le pays et qui se dit propriétaire de la monnaie est souverain pour ce qui est déjà de battre cette monnaie et également dans la négociation peut-être éventuelle des parités avec d'autres entités monétaires. Mais maintenant, quand l'on veut parler aussi des critères de convergence, si vous regardez bien, vous allez voir que notamment les critères de convergence tels que la maîtrise des fluctuations de change et même la maîtrise de la dette, un pays comme la Côte d'Ivoire ne respecte pas ça, notamment pour ce qui est de la maîtrise de la dette. Mais par contre, on voit très bien que ce pays est aujourd'hui le porte-flambeau de l'éco. Et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays qui lui-même ne peut pas respecter les règles de convergence se retrouve à être le porte-flambeau? C'est tout simplement parce que, comme on l'a dit sur ce plateau, en fait, il s'est agi
vu la contestation, la grogne, qui aujourd'hui a envahi pratiquement toute l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique, toute la communauté négro-africaine dans le monde, et même certains pays, des leaders d'opinion dans des pays occidentaux qui ne comprennent pas. Voilà que aujourd'hui, l'Afrique CFA soit encore dépendante de la France sur le plan monétaire. Eh bien, la France a trouvé juste un mécanisme qui permettrait de faire en sorte qu'il ne soit plus trop visible que les pays africains, que le franc CFA ait une monnaie de dénomination. Mais en réalité, si vous regardez les conditions de fonctionnement de l'éco, vous comprendrez qu'en réalité, il s'agit d'un franc CFA bis. Donc, maintenant, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'Afrique centrale, on a pratiquement les mêmes structures. Au niveau de l'UEMOA, on a par exemple l'équivalent de la CEDEAO qu'on appelle ici la CEAC, qui est pratiquement la même chose. On a une banque centrale ici qui est la BEAC, qui est l'équivalent de la BCEDEAO. On a également la communauté monétaire de l'Afrique centrale qui est la CEMAC. Donc on a pratiquement, vous allez voir que c'est les mêmes structures. Donc il est possible que dans les jours à venir, eh bien que les pays de la zone franc CFA de l'Afrique centrale négocient aussi, ou bien c'est même pas la négociation, mais rentre dans le cadre d'un accord qui est similaire à celui qu'on voit aujourd'hui au sein des pays francs CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et malheureusement, on va se retrouver dans la même situation parce que je dis, et je répète, j'ai l'impression que ce que la France a lâché en termes de compte d'opération, elle va récupérer ça autrement. Par exemple, en ayant un droit de préemption, non, peut-être pas un droit de préemption, mais une sorte de préemption sur les économies de ces pays. Et oui, et généralement, c'est des accords qui ne sont pas écrits. Oui, et c'est là où nous avons besoin de dirigeants courageux. Et officiellement, des dirigeants capables il faut non. le préciser, il s'agit de la garantie de la convertibilité de l'éco avec l'euro à travers une ligne de crédit qui pourrait être octroyée à ces pays en cas d'insuffisance des réserves de change pour garantir leur nouvelle monnaie. Au-delà des questions financières, il y a ce contentieux préélectoral qui cristallise l'intérêt des Camerounais. Et avec nous sur ce plateau, Maître Moustapha Ngwana, vous étiez au Conseil constitutionnel pour vous présenter une requête sur un cas précis dans la circonscription électorale Vouri-Est où il y a un candidat RDPC dans la liste RDPC pour les députations. Vous avez contesté sa nationalité. Quels sont les arguments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour étayer votre réquisitoire? Ma plaidoirie, pas ma plaidoirie, je voilà, vous en prie, pour être plus précis. Oui, parce que je ne suis pas magistrat du ministère public. D'accord. Je dois dire que j'ai le sentiment que la plupart des Camerounais qui ont suivi ce débat n'ont pas compris quelle était la démarche du SDF. Il faut que je puisse rappeler que le SDF n'a jamais abandonné notre diaspora. Nous avons, de manière répétitive, posé sur la table de l'Assemblée nationale 2 propositions de loi tendant à la reconnaissance de la double nationalité. Parce qu'il est inacceptable que des Camerounais qui comptent parmi les meilleurs dans d'autres États ne puissent pas revenir au Cameroun en toute simplicité, que ces Camerounais ne puissent pas venir au Cameroun acquérir un terrain. Parce que, voyez-vous, pour qu'un étranger puisse acquérir un immeuble, il faut qu'il y ait une autorisation, par exemple, qui émane du ministère des Domaines. Donc, on a ces problèmes-là auxquels font face les Camerounais de la diaspora. Alors, le procès contre Hervé Kom, ce n'était pas lui la personne visée. Le SDF a utilisé cette procédure-là comme un prétexte pour pouvoir poser sur la table la question de la double nationalité. Et il fallait trouver le moyen de frapper au cœur du système. De frapper une personne au cœur du système pour qu'il puisse comprendre l'incongruité de la situation. Je ne pouvez pas croire que moi qui ai plaidé ce dossier avec le cœur, parce que je suis avocat, que je crois que M. Hervé Emmanuel Kom n'est pas camerounais. Hervé Emmanuel Kom pour moi est un Camerounais qui à un moment de sa vie a pris, pour des raisons conjoncturelles, une nationalité étrangère. Il a pris cette nationalité étrangère pour bénéficier des avantages, des facilités qu'offre l'état d'accueil. Alors, il n'est pas compréhensible. On connaît Samuel Eto'o, ils ont des passeports espagnols. Il y a une querelle de membres du gouvernement qui ont également des passeports étrangers. Ce débat-là, nous essayons de le poser depuis 2013. Parce que on avait engagé des recours contre la liste du RDPC à Baganté. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu les éléments pour pouvoir soutenir notre thèse. Parce que les juristes le savent. Quand vous saisissez le tribunal, c'est à vous de rapporter la preuve de vos allégations. À cette époque-là, nous n'avons pas eu seulement d'éléments. Pour ce contentieux, si nous nous sommes préparés,
nous avons pu avoir les éléments. Donc la personne de Hervé Emmanuel, comme avec tout le respect que j'ai pour lui, n'était pas l'objectif que nous visions. Et nous avions deux objectifs. C'est de démontrer au Conseil constitutionnel ou bien de démontrer aux juridictions camerounaises le sentiment que nous avons souvent de leur partialité. Et la seconde chose, c'était l'incongruité, l'incohérence de la subsistance de cette législation-là qui relève d'un passéisme soporifique. C'est une législation qui est dépassée. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient le sentiment que c'était une fixation sur Hervé Emmanuel comme ou bien sur le RDPC ou je ne sais pas trop quoi. Nous voulions, par ce contentieux-là, poser la question de la double nationalité au Cameroun. Je peux vous dire que celui qui a été le témoin à mon mariage est de nationalité canadienne, mais il est pourtant camerounais. J'ai fait mes humanités avec lui. Nous avons grandi ensemble. Je ne peux pas engager un recours pour m'attaquer à lui, ce n'est pas possible. Donc il fallait que le gouvernement de la République comprenne et qu'on s'attaque à une personne qui est au cœur de leur système, un membre du comité central, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas comme cela que les choses devraient être. Maintenant, j'en viens. L'article 31 de la loi de 68 portant code de la nationalité, 31 vous dit que vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise dès que vous obtenez une autre nationalité. Devant le Conseil constitutionnel, la question n'était pas de pouvoir contester la nationalité des Vins, mais c'est de constater qu'il a une autre nationalité. Et comme il a une autre nationalité, il a nécessairement perdu la nationalité camerounaise, donc on ne pouvait pas lui délivrer un certificat de nationalité, et il ne pouvait pas non plus participer à l'élection. Nous avions une décision de justice qui avait été rendue contre lui en 2013, dans une affaire qu'il opposait au barreau du Cameroun. Et nous avons donc versé au dossier de procédure la décision en question. Nous avons également versé au dossier de procédure le décret du 1er septembre 1992, par lequel la nationalité française lui avait été reconnue, lequel décret avait été publié au journal officiel de la République française du 6 septembre 1992. Donc nous avions tous ces éléments-là que nous avons versés au dossier de procédure. Donc ça personne plus que ça ne nous intéressait pas. Nous voulions également démontrer parfois l'iniquité que les partis l'iniquité à laquelle les partis politiques de l'opposition font très souvent face. Parce que, voyez-vous, en 97, Mongo Betty s'était présenté, je crois, dans le Nyong-Esso. Parce qu'il faut que je lui dise. En 96, dans le Nyong-Esso, il s'était présenté. On a rejeté sa candidature. Et on a disqualifié la candidature du SDF. Disqualifié en lui opposant la double nationalité. Alors, on voulait également savoir jusqu'où pouvaient aller les sages du Conseil constitutionnel, s'ils pouvaient respecter la jurisprudence qui est la leur. Parce que, voyez-vous, la jurisprudence suppose un minimum de constance. Parce qu'on dit qu'on parle de jurisprudence, on dit que c'est un ensemble de décisions suffisamment concordantes, rendues sur une question de droit donné. Mais malheureusement, au cours de ce contentieux, on s'est rendu compte que les décisions fluctuent. Permettez-moi de faire une digression en évoquant par exemple un cas que nous avons eu à Douala Premier. Nous avons eu la même situation dans nous avons eu 3 dossiers qui avaient le même problème. J'ai rédigé avec ma consoeur Ndjom Garandeline un mémoire en défense que nous avons envoyé dans la région du Sud, parce que notre liste Anglo-Macon dans le Sud avait été attaquée. Attaquée parce que, disait-on, il y avait les militants du RDPC sur notre liste, les anciens militants du RDPC sur notre liste. Nous avons engagé le même recours a été engagé à Douala Premier et également ici à Mombo. Pour le cas de Douala Premier, le tribunal administratif de la région du Littoral a annulé la liste du SDF, a disqualifié du SDF. Dans le cas de Mombo, le tribunal administratif du Littoral, le même tribunal, même composition, a rejeté le recours du RDPC. Dans le Sud, on a ordonné le remplacement des 6 candidats du RDPC, anciennement RDPC qui sont retrouvés sur la liste du SDF. Donc vous vous rendez compte donc que on a un sérieux problème, c'est que la jurisprudence en réalité varie en fonction des intérêts occultes. Et il faut participer au jeu démocratique pour mettre en lumière ce type de situation inacceptable. Et il faut que je le dise, cette situation n'est pas la seule. Je me rappelle que en son temps, le procureur général Martin Rissouka Moulon, pour qui nous avons beaucoup de respect, s'était levé et avait dit ceci que j'ai jamais, il avait cette formule que j'ai jamais oubliée, que la présence dans un parti politique, ce n'est pas un mariage. Et quand même ce serait le mariage, on aurait toujours la possibilité de divorcer. Je le dis pour que les gens comprennent.
la liberté d'association est un droit potestatif. Un droit potestatif, c'est un droit qui s'exerce sans la moindre restriction. Quand vous lisez la loi numéro 90/056 qui organise les partis politiques, vous lisez les articles 1er, 2 et 3. Vous comprenez, on vous dit clairement que la liberté, que l'adhésion à un parti politique n'est pas soumise à restriction, n'est pas soumise à condition. Les questions de cotisation et autres que le ministère public a sorti de son chapeau de magicien, ce sont des questions qui relèvent plutôt des recouvrements qui pourraient éventuellement être faits. Mais la liberté d'adhérer ou pas... Et pourtant, ce sont les arguments qui ont été retenus à l'encontre de ces militants démissionnaires du RDPC et intégrés dans la liste SDF dans la première. Mais avant d'y arriver, il y a cette question de la double nationalité concernant le cas Hervé Emmanuel Ngom en 2019, alors qu'en 2013, il y avait déjà une décision de justice qui avait été rendue en sa défaveur. Comment expliquer qu'un tel dossier ait pu être validé par Elecam avec toutes les pièces requises pour les Camerounais, notamment le certificat de nationalité qui doit être transmis dans les dossiers pour ceux qui souhaitent être députés à l'Assemblée nationale. Quel est votre regard, Edmond Kambia? Oui, ça c'est une très bonne question, mais qui, dans la réponse que je vais apporter, vous comprendrez pourquoi Elecam a essayé de jouer son rôle du mieux qu'il a pu. Parce que Elecam n'est pas une cour de juridiction. Elecam n'est pas une cour de justice. Elle se base sur les textes qui existent, qui lui permettent de retenir des candidats dans des listes en fonction des éléments constitutifs du dossier. Il se trouve que dans le cas d'espèce, Hervé Emmanuel Ngom a fourni tous les éléments qu'Elecam attendait. Il a fourni un certificat de nationalité et tous les autres documents. Donc, au niveau de l'Elecam, visiblement, je ne vois pas en quoi Elecam pouvait rejeter ce dossier. Donc, c'est une formation politique ou toute personne, tout autre candidat dans une autre formation politique qui avait intérêt à faire un recours sur ce cas précis, qui pouvait saisir la juridiction concernée, qui est le Conseil constitutionnel. Et ça a été le cas lorsque le SDF a saisi le Conseil constitutionnel pour le cas d'Hervé Emmanuel Ngom. Donc, au niveau de l'ECAM, je crois qu'ils ont fait leur travail. C'était au SDF ou à une autre formation politique qui avait intérêt à le faire de saisir la juridiction. Maintenant, sur les autres questions, notamment toujours sur la double nationalité, et je crois que on a raté une opportunité dans ce pays avec le grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre dernier, parce qu'il y avait toute une commission qui se chargeait des questions de la diaspora, et la question de la double nationalité était sur la table, a fait partie même des recommandations. Malheureusement, non seulement la plupart de ces recommandations n'ont jamais été appliquées, mais même celles relatives à la double nationalité, si elles avaient été prises en compte, si on avait pu légiférer sur la question en ouvrant, c'est-à-dire en permettant aux Camerounais qui ont une nationalité autre que celle du Cameroun de pouvoir entrer librement au Cameroun, de pouvoir faire partie, n'est-ce pas, des institutions, compétir comme tous les autres Camerounais qui n'ont peut-être qu'une seule nationalité au pays, je crois qu'on n'en serait pas là. Le cas Hervé Emmanuel Ngom, qui est véritablement, il faut le dire, un cas qui va ouvrir une boîte de Pandore dans ce pays, parce qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Et Maître Stéphane Gouara le disait tout à l'heure, qui a une bonne poignée de ministres de la République, et ça circule même sur les réseaux sociaux depuis quelque temps, qui ont une nationalité autre que celle de Camerounais. Ils sont français, ils sont américains. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le fait d'être ministre de la République et d'acquérir une autre nationalité, Edmond Kambia? Moi, je vais rester sur le plan du droit. Est-ce que la loi camerounaise permet la double nationalité? La réponse est non. Mais alors, pourquoi certains Camerounais, et notamment une catégorie de Camerounais qui estiment avoir le bras long, peut se permettre d'avoir la double nationalité et même la triple nationalité? Il y en a même qui ont 4, 5 nationalités. Et d'autres qui n'ont qu'une seule nationalité. Mais dès lors que dans une affaire concernant une personne qui a une double nationalité, quand on se rend bien compte qu'il ne peut pas faire partie d'une mafia, on le met de côté. Rappelez-vous l'histoire de Dedi et Yango, l'artiste musicien qui avait gagné les élections, qui avait pu traverser toutes les étapes d'éligibilité jusqu'à être candidat. Il a gagné les élections, mais parce qu'il a refusé de faire partie de la mafia,
Parce qu'il a recommandé un audit, on lui a dit, Prince de Diengo, vous êtes américain. Et ça, c'est un problème. Il y a une forme de duplicité, d'hypocrisie au Cameroun qu'il faut lever. Il faut rassurer nos frères de la diaspora. Il faut rassurer nos sœurs, nos frères et sœurs de la diaspora, que le Cameroun leur appartient à eux aussi. On comprend qu'ils aient pu prendre une autre nationalité conjoncturelle parce que dans le pays d'accueil, ils avaient besoin de certaines facilités. Cela ne leur enlève pas leur nationalité d'origine. Et il faudrait que le Cameroun le comprenne, comme la plupart des États en Afrique de l'Ouest qui ont accepté, qui ont légiféré sur la double nationalité. Et je peux vous dire que c'est plus avantageux, si on légifère sur la double nationalité, de développer ce pays par nos frères de la diaspora. Je précise que le mandataire du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, toujours absent dans cette émission de droit de réponse. Pourtant, ils ont été contactés pour envoyer un représentant qui a même été désigné et qui continue de se faire attendre, le mandataire du RDPC sur le plateau de droit de réponse. Maître Simon C.H. Kakak, sur cette affaire, ce scandale concernant la double nationalité d'un candidat RDPC à l'élection législative qui a été constatée à la suite d'une requête du SDF au Conseil constitutionnel. Quelles sont les implications politiques de ce constat, de ce rejet, cette irrecevabilité, cette inéligibilité d'un Camerounais ayant acquis la nationalité française et qui souhaitait être député? En fait, avant de répondre spécifiquement à votre question, Cédric, permettez-moi de revenir sur les développements de Edmond Kamgia tout à l'heure. Parce qu'en fait, il a dit à l'origine de son propos sur cette question que, en fait, tout le problème qui se pose dans cette affaire, c'est l'inertie qui a toujours caractérisé nos gouvernants. Parce qu'en réalité, si ceux qui ont eu le privilège de conduire le dialogue national et qui ont formulé des recommandations avaient convaincu leur patron, le président de la République, d'implémenter ces recommandations avant de convoquer le corps électoral, j'ai le sentiment et même la conviction qu'on n'en serait pas là. Mais comme dans ce pays, on travaille toujours au rythme du mille pattes, où en fait, pour implémenter une recommandation, on peut en faire 3 ans. C'est ça le vrai problème. Et malheureusement, cette situation s'est retournée contre le camp gouvernant. Et comme on dit chez nous en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est la première chose que je voulais faire observer. La deuxième chose maintenant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de cette affaire de la double nationalité qui est interdite au Cameroun, j'ai des remords. Je vais vous dire quelque chose qui est honnête et sincère. Moi, j'ai eu le privilège de travailler avec un Américain qui avait 14 nationalités. Je me rappelle une fois, c'est lui qui m'a dit, je lui ai demandé, mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui peut expliquer que vous seul, vous ayez 14 nationalités? Il a rigolé, il m'a dit, en fait, les 14 nationalités lui servent à conquérir les richesses de par le monde pour venir construire les États-Unis. Vous comprenez? Donc, en réalité, ce qu'on appelle ici la double nationalité, que moi j'appellerais la multinationalité, c'est de ça qu'il est question. C'est des instruments que nos compatriotes qui vivent à l'extérieur peuvent utiliser pour développer ce pays. Donc il est totalement incongru qu'on continue à penser que ce pays n'appartient qu'à ceux qui vivent ici et qui ont toujours gardé leur nationalité camerounaise. Donc pour moi, le problème, c'est que le pouvoir en place n'a pas fait preuve de clairvoyance, pour ne pas dire d'anticipation sur cette question. Maintenant, vous avez parlé des implications juridiques et politiques. Bon, avant de répondre, tout à l'heure, mon confrère Moustapha disait quelque chose et que personnellement je ne partage pas. Quand il soutient Mordicus que non, en fait, ce qu'il recherchait, au-delà de leur stratégie qui consistait à amener le pouvoir à réagir sur cette question, ce qu'il recherchait, c'est la disqualification de la liste du RDPC et que le Conseil constitutionnel ne les a pas suivis dans ce sens. Moi, je dis, en réalité, sur ce point, le Conseil constitutionnel a bien appliqué la loi. Tout à l'heure, Moustapha a parlé de la jurisprudence de 96 concernant Feu Mongobeti. Ce que Moustapha a oublié de vous dire, bien ce qu'il a oublié d'intégrer dans son analyse, c'est que en 96, le code électoral de 2012 n'était pas encore adopté. Et lorsque vous lisez effectivement les dispositions du code électoral, le code électoral dit bien que lorsqu'un cas d'inéligibilité est constaté,
ce qu'on fait, c'est qu'on écarte, on disqualifie la personne qui est déclarée inéligible, et on donne la possibilité à sa formation politique de le remplacer. Et sa formation politique a 1 mois pour le faire. Donc en réalité, vu sous cet angle, la loi a été appliquée. Et je profite de l'occasion pour dire, je sais qu'on se comprend là-dessus, qu'en réalité, je vais finir. Je vais vous répondre. S'il vous plaît. Non, je ne comprends pas, je vais vous répondre. Non, je comprends très bien. Ce que je voulais simplement vous faire observer sur ce point, c'est que même s'il est établi que la jurisprudence est une source de droit, il faut quand même intégrer que la jurisprudence est une source de droit qui vient généralement combler un vide juridique. Ça veut dire que si vous avez une disposition textuelle qui régit une matière, on ne peut plus faire appel à la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quand il y a un vide juridique. Enfin, ça, nous sommes toujours, on se comprend là-dessus. Donc, sur ce point, je ne pense pas que le travail du Conseil constitutionnel ait été mal fait. Maintenant, ce que je vais dire, lorsque vous parlez des implications politiques, et là, ça m'amène à parler de mon propre cas, parce que moi-même, j'ai été un acteur du jeu contentieux préélectoral devant le tribunal administratif de Douala, où j'ai eu des cas à défendre devant ces juridictions. Mais en réalité, au sortir de ce contentieux préélectoral, le sentiment personnel que j'ai eu, et ça a été d'ailleurs le sentiment de beaucoup d'acteurs politiques qui étaient présents, c'est que la justice camerounaise ne semble pas suffisamment prédisposée, outillée, à contribuer de manière déterminante à l'amélioration du jeu démocratique dans ce pays. Quels sont les éléments sur lesquels vous appuyez? Je vais vous dire quelque chose de sincère. L'audience du contentieux préélectoral a débuté à 11h, le 19. Nous sommes partis là le lendemain, pratiquement à 7h du matin. Et au sortir de la salle, vous êtes un grand journaliste d'investigation, vous avez interrogé tous les acteurs politiques qui étaient présents. À la fin de l'audience, le sentiment général qui se dégageait, c'était la déception sur tous les visages. Où tout le monde a eu l'impression que le tribunal n'a pas dit le droit. Vous comprenez? Dans ce sens que, même des cas les plus évidents, vous avez toujours l'impression que le juge hésite, il vous dit non, je n'ai pas envie de prendre cette décision parce que si je le prends, on va considérer que je me suis mixé dans la vie interne des partis politiques. Même les choses les plus évidentes. Parce que lorsque les gens forment des contentieux dans cette matière, c'est généralement sur, par exemple, les décisions de l'ELECAM. Je vous donne le cas de mon parti qui est du PC. Vous ne pouvez pas comprendre que tout le monde, tous les juges le savaient parce que il y a 2 camps qui s'opposent. Il y a un camp qui vient avec le procès verbal du Congrès, où il a été élu par plus de 3000 délégués. C'est le parti, c'est les militants, c'est la base militante qui a élu. Un autre vient avec un papier du ministre qui désigne un secrétaire général. Un magistrat sérieux va constater qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est dans la légalité, il y a quelqu'un d'autre qui est dans l'imposition. Maintenant, vous renvoyez tout le monde. Ça veut dire en réalité, c'est comme une espèce de déni de justice. Et cela fait que le désordre et les divisions vont se perpétuer dans ce parti qui ne sortira jamais de l'auberge. Un cas comme celui-là, le juge devait prendre ses responsabilités et dire le droit, constater qu'il y a un camp qui est dans la légalité, l'autre ne l'est pas. Malheureusement, on n'a pas statut. C'est pour ça que tous les recours de l'UPCC ont été rejetés. Aucun n'a prospéré. Aucun. Vous comprenez? Même là où il est question que le tribunal suive, par exemple, la position du Conseil constitutionnel, parce qu'on vous a dit qu'il y a 5 listes UPC qui ont été réhabilitées au Conseil constitutionnel. Quelles sont les listes qui ont été réhabilitées? C'est les listes qui étaient seules dans leur circonscription. Ça veut dire qu'on regarde les circonscriptions où l'UPC avait une seule liste, on réhabilitait. C'est pour ça que dans la Sanaga maritime, par exemple, on a réhabilité la liste de l'UPC aux législatives, parce que là-bas, le camp de Bas-Paul n'a pas présenté une liste. Dans le nom il y a eu 2 listes aux législatives, on a rejeté. Alors qu'à ce moment-là, la justice devait prendre ses responsabilités pour dire que non, le rôle de la justice, c'est de réguler le jeu électoral. Justement, après vous, Maître Moustapha Ngouanassur, cette non-disqualification de la liste RDPC en s'appuyant sur les dispositions du Code électoral. Je voudrais faire comprendre à mon confrère que j'ai bien lu les dispositions de l'article 128 qui prévoit la possibilité de pouvoir au remplacement d'un candidat. L'article 128 ne définit pas les critères, ce qu'on entend par une éligibilité, ni encore moins les critères. Donc il faut s'appuyer sur l'histoire de notre contentieux électoral. C'est pourquoi j'évoquais le cas de monsieur Mongo Betty.
Ce que nous plaidions, c'était la fraude. Nous voulions démontrer qu'il y a eu une fraude dans la constitution des éléments qui ont permis à M. Hervé Emmanuel comme d'être candidat. Donc il a produit un certificat de nationalité qui était un certificat de nationalité frauduleux. Parce qu'il a produit un acte frauduleux, ça équivaut à l'absence de documents. C'est une fraude qui a corrompu toute la liste à laquelle il appartenait. C'est également ça le droit. Donc nous n'étions pas dans l'hypothèse d'une inéligibilité simple. Nous sommes dans l'hypothèse d'une inéligibilité qui était émaillée de fraude. Et en plus de cela, nous avions avec nous une décision de justice qui avait été prononcée en 2013 qui avait annulé un précédent certificat de nationalité dont il s'était prévalu. Vous comprenez? Donc il y avait tout ça, ce faisceau d'éléments qu'il fallait mettre en perspective et que nous avons mis en perspective pour que la seule décision qui se devait être prise le soit. Je vous rappelle également qu'en 2013, lors des sénatoriales, dans la ville de Tchang, il y a une candidate du RDPC qui avait produit un document qui a été établi par l'autorité incompétente. On n'a pas substitué la présence de cette personne sur la liste, mais on a annulé toute la liste du RDPC. Donc on ne peut pas faire comme si c'était une nouveauté. Donc il y a des précédents. Donc, il y a diverses interprétations sur du code électoral. Je vous ai laissé s'exprimer. Je vous ai laissé parler, maître Simon. Maître Moustapha Ngouana, est-ce qu'il y a des diverses interprétations de la part du juge, du contentieux nous estimons sur les dispositions? Nous estimons qu'il y a une interprétation qui est erronée. Je voudrais qu'on puisse m'expliquer pourquoi est-ce qu'en 2013, toute la liste du RDPC a été annulée dans la région de l'Ouest, alors qu'il y avait une incurie qui concernait un seul candidat. Et donc c'est la même situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Il y a un candidat qui a produit un acte frauduleux. Et il le sait. Nous, les juristes, on dit la fraude corrompt tout. On dit également que ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Donc c'est ce que nous avons plaidé. Nous ne sommes pas limités à une plaidoirie qui concernait les dispositions de l'article 128. Encore que l'article 128 du code électoral sur l'inéligibilité ne dit pas en quoi est-ce qu'elle consiste. Donc il fallait donc s'appuyer sur un faisceau d'éléments, sur la jurisprudence, sur les précédentes élections, pour pouvoir aboutir à une interprétation qui, de mon point de vue, permettait d'avoir une compréhension satisfaisante de la situation dans sa globalité. Donc c'est de ça. Après vous, maître Sekati Désiré, quel est votre regard sur ces batailles juridiques concernant ce contentieux préélectoral où les différents avocats se plaignent des interprétations que font le juge du contentieux préélectoral sur les dispositions du code électoral selon les cas qui sont présentés pour qu'il puisse prendre une décision? Mais déjà, je dois constater avec beaucoup d'amusement d'ailleurs que tant le représentant du SDF que le représentant de l'UPC sur ce plateau, bon, ils sont tous désappointés par certaines décisions qui ont été rendues par les instances judiciaires en charge des élections. Ils estiment qu'ils sont déçus. Mais j'ai envie de dire que ce qui me surprend, c'est le fait qu'ils soient surpris de ce qui se passe. Parce que voyez-vous, lorsqu'on est dans un processus électoral illégitime, illégal, il ne faut pas s'attendre que les instances judiciaires en charge des élections rendent des décisions légitimes et justes. Donc en fait, là où ils ont gagné, peut-être c'est Angoulé Macron, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en fait, on leur fait gagner là où ils n'ont aucun intérêt. Mais là où il y a des vrais enjeux, ils ne gagneront jamais. Et c'est pareil pour l'UPC. Ce que Ben Ngouana dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il y a un vice sur l'inéligibilité ou bien sur l'éligibilité d'un candidat dans la liste, la jurisprudence de Elecam de 2013 dit que toute la liste est disqualifiée. Ça s'est passé comme ça à l'Ouest parce qu'il y avait une liste à l'élection sénatoriale 2013. La liste du RDPC a été disqualifiée parce que l'un des 7 membres de la liste ne remplissait pas les conditions d'éligibilité. Donc Elecam a disqualifié cette liste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, lors du processus électoral, il n'y a que 2 listes qui sont retrouvées en concours pour l'élection, l'UDC et le SDF. Et le SDF a gagné. Donc en fait, la jurisprudence électorale dont Moustapha est en train de parler, c'est vrai. Sauf que ce qu'il oublie, moi je ne sais pas s'il fait exprès, ou bien si, bon, je ne veux pas dire qu'il est naïf parce qu'il ne peut pas être naïf, mais c'est que je n'arrive pas à comprendre comment il voudrait qu'une élection qui est illégitime débouche sur des décisions de justice légitimes. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Logiquement, s'il fallait appliquer la jurisprudence de l'ECAM, on devrait disqualifier la liste présentée par le RDPC à Vouri-Est à partir du moment où l'organe en charge des élections, du moins le Conseil constitutionnel, estime que le candidat Hervé Emmanuel Kom ne remplit pas la condition de nationalité camerounaise. On devrait disqualifier. Sauf que, comme Vouri-Est est une circonscription électorale stratégique et fondamentale pour le RDPC, la décision qu'on doit rendre et qui doit être sur le plan de la jurisprudence, qui doit correspondre à celle qu'on a rendue à Goulet-Macon, c'est pas ce qu'on va rendre. Donc c'est pourquoi je dis, j'ai l'impression qu'ils ont mis leurs mains dans la bouche d'un caïman, sachant très bien que le caïman ne va pas lécher leurs mains. Ah oui, il faut dire ça. Parce que nous décrions au MRC le caractère illégitime, illégal de ce processus électoral. Lorsque vous allez à une élection, sachant très bien que le contentieux électoral ou bien le contentieux post-électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 n'a pas été vidé, parce que souvenez-vous que tous les partis politiques sont d'accord de ce qu'il faut discuter de façon globale et obtenir un consensus entre tous les acteurs du système politique et même les organisations de la société civile sur le code électoral. Tout le monde est d'accord pour ça. Mais bon, lorsque certains partis politiques partent à l'élection, sachant très bien que les dettes sont pipées à l'avance, il faut être bien capable d'assumer les conséquences après. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pareil pour l'UPC. Comment vous pouvez expliquer le fait que les décisions rendues par le tribunal administratif dans des cas similaires soient différentes de celles rendues par le Conseil constitutionnel? J'ai dit bien dans le cas similaire. Mais il y a un véritable problème. Ce n'est pas que les magistrats, contrairement à ce que M. Kakara dit, ce n'est pas que les magistrats ils n'ont pas les compétences requises pour appliquer le droit électoral, ou bien qu'ils ne sont pas disposés, oui, si vous voulez. C'est parce que les magistrats ne sont pas disposés à accompagner les Camerounais dans le processus démocratique. C'est tout simplement qu'eux aussi sont dans un système d'inféodation politique où l'autorité judiciaire n'a plus la liberté de travailler normalement lorsqu'il s'agit de parler des élections. C'est de ça qu'il s'agit, Maître Kaka. Et nous pensons que ce combat qui vise à faire des instances juridictionnelles en charge des élections des vrais organes électoraux. Ce combat-là, ce n'est pas un combat pour un seul parti, le MRC. Ce n'est pas un parti pour un seul groupe de personnes, pour quelques leaders d'opinion. C'est un combat d'intérêt général. C'est un combat global qui doit engager tous les acteurs politiques. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment que j'ai, et qui est d'ailleurs celui de mon parti, c'est que malheureusement, on a un certain nombre de compatriotes politiciens qui se disent qu'ils peuvent se contenter du menu frétin, de la petite part que le régime au pouvoir leur donne. Mais moi, j'ai envie de me poser la question de savoir si à une Assemblée nationale, qui a normalement 180 députés, vous, en tant que parti politique, vous partez à une élection, sachant très bien qu'avec toutes les entorses qui seront constituées sur le chemin, déjà à partir de la constitution des listes jusqu'à la proclamation des résultats, vous n'aurez pas la marge de manœuvre, vous n'aurez même pas, je ne dirais pas la majorité absolue, mais il sera vraiment difficile pour vous d'avoir une représentativité significative, même 20 députés sur 180. Mais j'ai envie de dire, à la fin, en tant que parti politique, quel est votre devoir? C'est travailler dans le cadre d'un changement populaire, d'une alternance démocratique, ou bien c'est de vous contenter des petits honneurs qu'on vous donnera en vous appelant honorable député, monsieur le conseiller. Mais moi, c'est le vrai problème, c'est ça. C'est-à-dire, le Cameroun est en train de rentrer dans une phase où il faut d'abord que nous-mêmes, les hommes politiques, nous soyons capables d'accepter que nous devons nous conscientiser. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En réalité, c'est que Maître Kak et Maître Ngwana sont en train d'exposer, c'est vrai. Mais ça trahit en fait cette forme de conspiration et de compétition qu'il y a entre les acteurs politiques de l'opposition. Or, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. On dit, Maître Moustapha Ngwana, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Je vais finir bientôt parce que je vois qu'ils brûlent tous deux d'envie de me répondre. Oui, donc je dirais que franchement, nous avons décrié le caractère illégitime de cette élection. Parce que nous avons très bien vu que le régime voulait se servir de cette élection-là pour crédibiliser l'élection de 2018 qu'il n'a pas gagnée. Nous avons vu ça. Votre position est comprise. Voilà. Maître Moustapha Ngwana. Je vais dire une chose à mon ami et aîné Désiré. Je crois que nous ne voguons pas sur les mêmes flots. Il faut savoir, pour
pour que le processus électoral arrive là où il parvienne au niveau où il est aujourd'hui, il a fallu que le SDF mène une querelle de bataille pour que nous puissions parvenir même à la biométrie partielle qui est celle qui a cours aujourd'hui. L'ANC est resté dans l'opposition pendant près d'un siècle avant de pouvoir prendre un jour le pouvoir en Afrique du Sud. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si Equinox décidait de fermer aujourd'hui, sans s'être concerté avec Canal 2, Canal 2 ne fermera pas. Même si pas extraordinaire, il y a ils ont des objectifs qui convergent. Je vais dire une chose, le SDF s'est pendant longtemps trompé, quoi qu'en étant le militant, je le reconnais. Nous avons parfois dit que ce n'est pas l'avion qui entre dans la voiture, il y avait des formules comme ça qui étaient utilisées. Vous comprenez? Mais ce qui me navre malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, le MRC, qui se dit avoir un certain leadership dans l'opposition, commet les mêmes erreurs que le SDF. Quand vous parlez, je vous écoutez, souffrez de m'écouter. Vous commettez les mêmes erreurs que le SDF. Le SDF a pris beaucoup de décisions tout seul et a voulu que les autres suivent et croyait que le soutien des autres était acquis. Lorsqu'on est dans une véritable opposition et lorsqu'on veut l'intérêt général, on ne prend pas de décisions seul à l'emporte-pièce. Je vais vous dire que M. Paul-Éric Kingé était avec le MRC. Ils étaient les alliés. Mais aujourd'hui, lui-même, il n'était pas au courant de ce que le MRC n'irait pas à l'élection. Moi, ça me pose problème. Je respecte le MRC, je partage bon nombre de leur combat parce que j'appartiens à cette catégorie de militants du SDL qui pense qu'il faut bousculer le pouvoir. Il faut bousculer le pouvoir. Le MRC, sur certaines questions, a réussi à le faire. Mais le MRC ne peut pas dicter sa météo aux autres formations politiques. Donc il faut, lorsque vous voulez prendre une mesure qui intéresse véritablement l'intérêt général, lorsque vous prenez une mesure purement politicienne, que vous puissiez prendre la mesure en question en concertation avec les autres formations de l'opposition. Vous ne vous levez pas un matin, vous faites comme vous voulez et vous espérez que les autres vont vous suivre. J'ai dit également, je le répète, en 92, c'est ce que vous avez dit en filigrane, nous comprenons au troisième degré. En 92, le SDF n'était pas aux élections, en 97 n'était pas aux élections. Et nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. La politique de la chaise est vide, ne paye pas. Si vous voulez troubler la messe, il faut être dans l'église. Je vous dis ce que moi j'ai compris. Si vous voulez troubler la messe, il faut être dans l'église. Nous n'avons pas besoin de se rapporter. Vous et moi, je vous ai vu constituer activement les pièces de votre dossier pour pouvoir devenir candidat. Vous étiez candidat législatif à Vouri-Est. Vous et moi, nous nous connaissons. Vous étiez candidat à Vouri-Est. Pour des raisons que vous seuls vous savez, parce que jusqu'aujourd'hui, les Camerounais ne connaissent pas. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, j'ignore la véritable raison qui était la vôtre. Donc, il faudrait que vous respectiez la possibilité que les autres ont même de se tromper. Parce que nous pensons que si nous étions parlé aux élections, M. Kakak et moi, par exemple, nous n'aurions pas, par exemple, pu mettre en perspective les incongruités du système. Vous avez besoin d'y être pour mettre en perspective. Et même dans le cadre d'une réforme du code électoral, pour qu'on puisse faire une réforme satisfaisante, il faudrait avoir une connaissance expériencée. Il faudrait que la pratique que vous avez eue du code électoral vous permette de déceler tous les temps pour qu'on puisse avancer. Et cette interprétation du code électoral a donné lieu à des décisions différentes concernant la liste SDF à Douala 1er, à Mombo, et d'autres listes à Mombo, et également dans la région du Sud. Edmond Kangia, comment comprendre cette position du juge du contentieux préélectoral concernant le SDF dans 3 cas différents? Ce qui est étonnant dans la décision prise par les juges du tribunal administratif, puisqu'il s'agissait des municipales pour la région littorale, et pour la région littorale concernant les municipales à Douala 1er, relative à la présence d'un ancien militant démissionnaire du RDPC dans la liste du SDF, qui pour diverses raisons, dit-on, n'aurait pas payé de cotisation, enfin des arguments dans ce sens, où la liste a été totalement rejetée, disqualifiée. Et le même tribunal pour la région littorale, à Mombo, face au recours du RDPC, rejette plutôt le recours du RDPC et estime que la liste du SDF n'a pas de problème. Et que quand on est un ancien militant, on est libre d'aller dans un autre parti politique sans problème. Et on le voit en Goulmekong, la situation qui aurait pu ressembler à celle de Douala 1er où la liste SDF est disqualifiée. On demande plutôt au SDF de procéder au remplacement, je crois, de 6 candidats, de 6 personnes
anciens militants du RDPC qui sont arrivés récemment dans le SIF. Sur des situations presque similaires, je constate que les juges ont pris des décisions complètement différentes. Cela pose un problème. Est-ce que les décisions qui ont été prises l'ont été sur la base de la loi électorale, sur la base des pressions politiques, sur la base des arrangements quelconques avec telle ou telle structure, telle ou telle personnalité appartenant à telle ou telle formation politique? On ne peut pas croire que sur des situations presque similaires, les décisions soient aussi totalement différentes. De deux choses l'une, soit les juges, dans certains cas, ou dans un cas, ont appliqué la loi. Et les autres sont allés totalement à côté, en tenant compte des paramètres qui n'ont rien à voir avec la loi. Et dans ce cas, il s'agirait, dans un cas, d'une décision de justice juste, et dans d'autres cas, d'une décision ou des décisions de justice qui n'ont rien à voir avec la justice, qui sont essentiellement politiques. Parce qu'il devrait y avoir au moins une lisibilité, une traçabilité sur les décisions que prendraient les juges en collégialité sur des situations comme celle-là. Et cela dénigre, cela discrédite le juge administratif camerounais. Et ce n'est pas de nature à croire que nous allons le 9 février vers des élections justes. Tant qu'au niveau du contentieux préélectoral, on assiste à des décisions comme celle-là. Après vous, Maître Simon Serge Kaka, quel regard portez-vous sur ces dysfonctionnements, ces justices à géométrie variable décriées par le SDF, le juge administratif? A-t-il, selon vous, dit le droit concernant ces contentieux préélectoraux? Bon, je pense que je l'ai dit à l'orée de mon propos sur cette question. Et je profite de la parole que vous me remettez pour repréciser ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai jamais remis en question ou en cause la compétence de nos magistrats. Je peux vous dire la main sur le cœur que nos magistrats sont immensement compétents. Mais le sentiment général qui se dégage au sortir de ce contentieux préélectoral et peut-être dans quelques jours de contentieux électoral, vous allez voir que en fait, les magistrats donnent l'impression de n'être pas suffisamment courageux pour jouer leur rôle. Parce que lorsque vous prenez le code électoral de 2012, on vous dit qu'il y a 3 institutions qui sont chargées de réguler le jeu démocratique au Cameroun. Il y a ELECAM et il y a le Conseil constitutionnel, il y a les tribunaux administratifs. Il y en a 10 au Cameroun. Cela veut dire que la justice doit jouer un rôle déterminant dans la normalisation de notre démocratie. Mais tant que la justice donne l'impression d'être dans une espèce de conspiratisme qui fait que les magistrats ne donnent pas l'impression de faire véritablement le travail. Et c'est ça qui justifie le dysfonctionnement. Où tu trouves qu'à Yaoundé, le magistrat, pour un cas similaire, adopte une position. À Ebolova, son collègue adopte une autre. Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, ils ne veulent pas jouer ce rôle. Et nous autres, nous en sommes dessus. Et qu'est-ce qui explique cette attitude de la justice? Ce qui explique cette attitude de la justice, là également, permettez-moi d'abonder dans le sens de mon ami Désiré Sekati, pour dire que, en réalité, c'est parce que on a de la peine à avoir une justice véritablement indépendante en matière électorale au Cameroun. Pas seulement électorale. On a l'impression que notre justice est inféodée, que c'est une justice au service d'un parti politique, le parti politique au pouvoir, et naturellement de l'administration du gouvernement. Parce que c'est ça qui est la question. Parce que vous ne pouvez pas me dire, comme magistrat compétent, parce qu'en réalité c'est des magistrats chevronnés, dans le carré, vous trouvez, c'est des magistrats de 4e grade, les magistrats hors hiérarchie qui gèrent ces dossiers, ce n'est pas les jeunes magistrats, c'est des magistrats immensément expérimentés, qui sont là depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Qui ne peut pas avoir le courage de prendre un dossier et dire, écoutez, voilà la situation qui provoque dans ce dossier politique, voilà ce que la justice parle. Parce qu'en réalité, qu'on ne vous mente pas, ici on nous donne l'impression que le contentieux électoral, c'est un savant, c'est un dosage entre le politique et le judiciaire, alors que dans d'autres pays, je connais des magistrats qui montrent que le contentieux électoral, c'est une affaire de la justice et que la justice fait son travail pour accompagner l'ensemble de la communauté nationale dans la marche normale, dans la marche positive
dans la démocratie. Parce que tant que nous n'avons pas une justice qui joue son rôle, je vous assure que notre justice, notre démocratie aura tout de plomb dans l'aile. Et c'est les Camerounais qui vont en pâtir. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la malgouvernance. Tant que les gens ne sont pas élus, les gens n'arrivent pas aux affaires, pas de processus véritablement démocratiques, qu'est-ce qui peut être la caractéristique de leur système de gouvernance? Ça ne peut être que la malgouvernance. C'est de ça qu'il est question. Moi, je n'ai rien contre les magistrats, mais je pense qu'ils ont suffisamment d'outils. Si on vous dit que les magistrats, vu leur statut, vu les lois de la République, n'ont pas les outils pour faire leur travail, c'est que vous racontez de conneries. Dans ce processus électoral, il y a des démissions en cascade enregistrées dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, là où il y a eu des incendies, des maisons, des hauts responsables du SDF, parmi lesquels le vice-président de l'Assemblée nationale et l'un des maires SDF ces dernières semaines. Maître Moustapha Ngwana, cela ne fait-il pas peur dans les rangs du SDF? Depuis quelques semaines, des attaques ciblées contre les responsables politiques de votre parti, notamment ceux qui sont engagés dans cette compétition électorale. Vous savez, dire qu'on n'a pas peur, c'est ne pas vivre avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Mais il faut qu'on se pose la question autrement. Devons-nous laisser les entrepreneurs de la terreur, dicter leurs lois à la République? C'est une question à laquelle nous devons également pouvoir apporter réponse. Est-ce que, telles que les choses sont en train de se dérouler là aujourd'hui, nous devons laisser les sécessionnistes nous dire quelle est la trajectoire que nous devons prendre? Je pense, peut-être que je me trompe, qu'il faut participer au jeu institutionnel. Il y a même une crise de compétences dans l'opposition, il faut que je le dise. On a besoin d'avoir une opposition qui connaît la pratique de la gouvernance. On a besoin d'avoir une opposition qui peut, si elle prenait le pouvoir aujourd'hui, manipuler les institutions dans le sens des intérêts de ces populations. Lorsque vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez facilement des anciens ministres dans l'opposition, vous avez des anciens députés et consorts, des personnes qui ont roulé leur boss. Ça, nous n'avons ça. Malheureusement, il faut qu'on le dise, les partis d'opposition sont en difficulté. Il suffit qu'il y ait un contentieux comme celui que nous avons eu il y a quelques jours. Il faudrait avoir les avocats dans les 10 régions du Cameroun. Je vous dis que ce n'est pas très facile pour les partis de l'opposition. Il faudrait donc que les partis d'opposition soient présents, qu'on puisse faire le jeu politique, qu'ils puissent avoir cours. On ne peut pas céder face aux actes des terroristes. Pourtant, après ces incendies, il y a des démissions qui sont enregistrées. Je comprends. Ce n'est pas une peur de la part de ces populations-là. Je comprends. Candidats au municipal, est-ce qu'ils vont battre campagne dans ce contexte-là? Vous ne pouvez pas enlever le droit à une personne qui se trouve dans cette zone-là de pouvoir manifester ses craintes, de pouvoir manifester ses peurs. Mais tout le monde ne subit pas la peur de la même manière. Mbandama subit par exemple les mêmes attaques. Le Mendion a subi les mêmes attaques. Jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, il reste candidat. Peut-être que l'idéal aurait été que la situation fût autre. Mais la situation est celle qui est là. Mais nous ne devons pas laisser que la terreur prenne le pas sur la démocratie. En tout cas, c'est la position qui est la mienne sur cette question-là. Le processus de décentralisation avec le statut particulier adopté à l'Assemblée nationale n'a pas fait baisser les violences sur le théâtre de la crise anglophone. Edmond Kambia, comment expliquer cela? Pourtant, le gouvernement l'a présenté comme des pouvoirs, de pouvoirs plus importants donnés à ces régions pour davantage d'autonomie. Pourquoi, sur le terrain, la situation ne s'améliore-t-elle pas? C'est clair que la situation ne pouvait pas s'améliorer. Pour la simple raison qu'on n'a pas contacté les véritables concernés de la situation. Il faut négocier avec ceux qui entretiennent la terreur sur le terrain. Il faut négocier avec les séparatistes. Il faut discuter avec eux. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce texte qui a été adopté et dont on attend peut-être la promulgation et qui a des dispositions conflictogènes. En passant, disons tout simplement que ce texte-là,
ce code de collectivité décentralisée ne pouvait apporter aucune solution à la crise anglophone, aucune solution au conflit qui sévit le nord-ouest et le sud-ouest depuis 3 ans. De bout en bout, j'ai parcouru toutes ces dispositions et même on va voir que beaucoup de dispositions de ce code de collectivité décentralisée se mêlent des pédales avec les dispositions relatives au conseil régional. Et on se pose bien des questions de savoir dans quel esprit, quelle a été la finalité de ce document. Est-ce qu'il s'agissait simplement de compiler des documents et de les rendre publics, ou alors, au-delà de la compilation des codes, des différents textes, de donner l'impression de faire quelque chose? J'ai plutôt l'impression que le gouvernement a voulu donner à la communauté nationale et internationale l'impression qu'elle fait quelque chose pour résoudre la crise anglophone. Mais ce quelque chose-là est vide, totalement vide de sens. Parce qu'aujourd'hui, la question de fond est celle de faire non seulement baisser la tension dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais de faire participer les véritables acteurs à la discussion, à la négociation pour obtenir le cessez-le-feu. Parce que tant qu'on n'obtient pas le cessez-le-feu, il n'y aura même pas des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest le 9 février. Ça, il faut que je vous le dise. Les élections ne peuvent pas se dérouler de manière sereine dans le nord-ouest et le sud-ouest tant qu'il n'y a pas le cessez-le-feu. Donc pour moi, la priorité, ce ne sont pas les élections. La priorité, c'est de régler la crise qui perdure, qui fait des morts tous les jours parmi les populations du nord et du sud-ouest, y compris parmi les soldats qui y vont tous les jours. Oh non, aujourd'hui on ne donne plus le nombre de morts parmi les soldats. J'ai dit que les populations meurent tous les jours. Les soldats meurent presque tous les jours. Il faut que ça s'arrête. C'est ça la priorité. Il ne s'agit pas, parce qu'il faut qu'on soit juste. Si on veut la paix, on cherche la paix. Si on veut la justice, on cherche la justice. On ne peut pas continuer à faire semblant dans une nation en péril, qui se délite. La société camerounaise se délite tous les jours. On fait comme si tout allait bien. L'expérience des élections présidentielles de 2018 nous ont démontré à suffisance que aller encore aux élections sans régler 2 problèmes serait renforcer ces problèmes, les multiplier même par 2. Et ces 2 problèmes sont la crise anglophone qui s'est aggravée et la crise post-électorale qui n'a toujours pas trouvé la solution. Et pour moi, l'une des façons de résoudre la crise post-électorale passe au minimum par la révision consensuelle du code électoral. On n'en est pas là. Et aujourd'hui, le contentieux préélectoral nous donne des arguments, nous démontre en fait que ce qui a déjà commencé là, dans le contentieux préélectoral, toutes les incongruités qu'on a pu recenser là, nous ne serons pas surpris que si les élections se déroulent effectivement le 9 février, les autres contentieux qui vont suivre n'aboutiront à rien du tout. Après vous, Simon Serge Kaka, il faut aller vers un statut particulier des régions du nord-ouest et sud-ouest où la guerre continue, également continue avec le processus électoral où la campagne doit s'ouvrir dans ces 2 régions en guerre et sur le reste du pays d'ici le 25 janvier 2020. Pensez-vous que la situation sociopolitique et situation sécuritaire sont de nature à faciliter la suite de ce processus électoral? Non, je pense que ma position sur cette question a toujours été claire. J'ai l'impression que le gouvernement a manqué de vision dans la gestion de ce dossier. Parce que la logique aurait commandé qu'il adopta une procédure ou alors une posture participative, c'est-à-dire permettre d'abord à tous les acteurs de se sentir concernés par le processus électoral. Et pour cela, il fallait d'abord tout mettre en œuvre pour ramener la paix et la sécurité partout où ces 2 facteurs sont menacés. Donc, de mon point de vue, il y a un texte qui vient d'être adopté. Il faut qu'on essaye de voir, parce que sur ce point, je ne suis pas entièrement d'accord avec Edmond quand il dit que ce texte était mauvais. Ce texte est mauvais, parce que aucun texte ne peut être parfait. Parce que nous tendons vers la perfection. Mais je pense que si déjà ce texte peut être adopté et implémenté sur le terrain, cela peut ramener quand même une certaine paix, même si cela est relatif. Maintenant donc, il y a un problème qui se pose. Lorsqu'on aura réglé donc tous ces problèmes,
Il faudrait donc s'interroger, et sur ce point je le rejoins. Maintenant donc, si on implémente cela pour implémenter le statut particulier des 2 régions anglophones sur le terrain, cela va obliger le gouvernement à chercher de vrais interlocuteurs qui vont servir donc maintenant à convaincre les autres à rentrer dans le processus électoral. Moi je pense que c'est des préalables indispensables. Tant qu'on ne passe pas par là et qu'on s'obstine. Mais les partenaires du Cameroun, notamment les États-Unis, les Nations Unies, exhortent le gouvernement camerounais à aller vers la médiation suisse pour discuter avec ces leaders des groupes armés qui sont réunis dans une plateforme placée sous la médiation de la Suisse. Bon, sur ce point, je peux vous dire de manière honnête et normale que je ne suis pas d'accord avec cette approche. Parce que je continue à penser que cette crise qui victimise le Cameroun depuis 3 ans, c'est une affaire camerouno-camerounaise. Et que les Camerounais ont suffisamment de ressources humaines pour régler cette affaire. Mais l'inquiétude des Camerounais concerne la volonté du gouvernement d'appliquer des résolutions qui pourraient être prises au terme des négociations. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas du grand dialogue national qui a abouti à plusieurs recommandations dont très peu ont été jusqu'ici mises en place. Donc, effectivement, là, vous avez percé l'abcès. Parce qu'en réalité, le problème, c'est le manque de volonté politique de nos dirigeants. Ce n'est pas une affaire d'aller en Suisse. Si le chef de l'État, qui est notre président à tous, décide de régler cette affaire, je suis sûr qu'il va trouver les moyens. Il peut commencer d'abord par implémenter les recommandations du grand dialogue national. Et maintenant, il trouve la meilleure formule possible pour rencontrer les vrais représentants au Cameroun et pas les Camerounais. Je suis sûr que s'il est sincère, s'il fait preuve d'une réelle volonté politique, il a tous les outils que la Constitution de la République met à sa disposition pour trouver une solution définitive, fiable et de nature à ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Pour moi, je ne veux pas que ce soit une affaire de la communauté internationale, parce que c'est à travers ce genre de stratagème qu'ils trouvent des formules pour nous maintenir définitivement et de manière durable dans ce qu'on appelle la dépendance. Et tant que le Cameroun est dépendant, cela veut dire que nous n'aurons jamais les outils pour asseoir la construction de notre pays. Le centre humanitaire suisse pour le dialogue a démenti les informations selon lesquelles la Suisse aurait désisté de la médiation entre les groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais. Avec vous, Maître Désiré Sikati, comment éviter les sanctions internationales sur le Cameroun au moment où le pays s'engage dans un processus électoral avec ce problème anglophone et cette guerre dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, et ce regard menaçant de la part des partenaires du Cameroun, notamment les États-Unis et les Nations Unies, sur d'éventuelles sanctions à l'encontre du pays. Comment les éviter? Que faut-il faire aujourd'hui? Oui, mais M. Noufélé, je vais vous demander la permission de dire 2 petites choses sur le sujet que vous avez évoqué tantôt. Je veux parler de certains candidats du RDPC, du SDF qui se désistent du processus électoral. Juste pour dire que j'ai été quand même surpris de voir que dans certaines déclarations faites par ces personnes, bien certains communiqués qui ont été publiés par ces candidats-là, bon, il y en a d'aucuns qui ont prétendu qu'ils ont été surpris de découvrir leur nom sur la liste des candidatures des partis politiques, alors qu'ils n'ont jamais candidaté. Donc, bon, moi, ça m'a amené à me poser la question de savoir comment ça se fait quelqu'un qui, en temps normal, n'a pas fourni son dossier pour une candidature et son nom sur une liste bon, peut-être pas sur une liste électorale, mais c'est la liste des candidats à une élection. Donc, logiquement, on peut être amené à dire que soit certains candidats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, vu le contexte de crise sociopolitique grave que ces régions connaissent, n'ont pas été capables d'avoir des documents. Et que partant, il est possible qu'on ait enregistré les noms de certains candidats alors qu'il n'y avait pas de dossier. Je pense que logiquement c'est ça, puisque si quelqu'un dit « je n'ai pas candidaté », ça veut dire qu'il n'a pas de document pour être candidat. Mais par la suite, on voit son nom sur la liste. Et c'est pourquoi nous disons que le système électoral au Cameroun, malheureusement, il y a un problème de crédibilité. Bon, je ne vais pas m'appesantir longtemps dessus. Je vais peut-être finir en disant aussi que quand on va à un contentieux électoral, sachant bien que l'élection en elle-même et le processus électoral est légitime, c'est un peu comme si vous demandez à une poule de mettre au monde une vache. C'est un peu ça. Bon. Maintenant, pour revenir aux sanctions onusiennes éventuelles, je pense que
pardon, le Cameroun est engagé autant qu'un certain nombre de pays dont le Conseil des Nations est engagé auprès des Nations Unies. Et il me semble que nous savons très bien que, en dépit du principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, il est une exception que les internationalistes camerounais connaissent très bien, et dont beaucoup de pontes du régime, qui sont d'ailleurs des personnes qui sont hautement diplômées en matière de droit international, savent très bien que le seul cas où le droit d'ingérence est reconnu, c'est lorsqu'il y a une crise humanitaire. Maintenant, la question qu'il faut se poser est celle de savoir si, dans le cadre du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce qu'on peut parler d'une crise humanitaire? Bon, il me semble que même nos propres autorités reconnaissent. Quand nous voyons, par exemple, le nombre de morts, moi j'ai vu, au-delà du nombre de morts concernant les civils, qui est assez ahurissant. Certains disent 12 000 morts, d'autres disent non, c'est pas 12 000, c'est 3 000. Je ne suis pas sûr que 3 000 c'est petit. C'est vraiment énorme. Et quand on a quand même, le ministre délégué, je pense auprès du ministre des Relations extérieures, qui a quand même dit, lors d'une entrevue avec Tibor Nagui, qu'il y avait environ 751 hommes en tenue qui ont été tués sur le terrain du Nozo, mais j'ai envie de me dire, c'est vraiment critique. Et ça doit interpeller notre communauté. Donc, si nous voulons vraiment empêcher une ingérence étrangère, une ingérence onusienne, et je dis même, pour moi, l'ingérence onusienne, l'intervention onusienne n'est pas une ingérence à partir du moment où le Cameroun s'est engagé à accepter ça. Dès lors que vous vous engagez à devenir membre des Nations Unies, vous acceptez la Charte des Nations Unies, vous acceptez tous les documents subséquents, les instruments juridiques subséquents à la Charte, voilà, qui font la promotion du droit humanitaire international d'ailleurs. Donc le Cameroun a accepté ça. Donc maintenant, nous savons très bien comment faire pour éviter que ce soit d'autres personnes qui viennent faire ce que nous sommes capables de faire, si jamais nous acceptons au moins d'avoir de la bonne foi. Parce que quand le code, le nouveau code de collectivité territoriale a été adopté, moi j'ai entendu, excusez-moi de parler de ça, mais je pense que c'est également une projection de la crise anglophone. Parce qu'il me semble que c'est à la suite de la réunion du Conseil de sécurité qu'on a quand même vu que le régime a précipité la convocation d'une session extraordinaire du Parlement et que ce code a été débattu et adopté. Actuellement, on attend vraisemblablement sa promulgation. Mais j'ai envie de dire que quand j'entends les dignitaires du régime dire eh bien, ce nouveau code apporte une solution à la crise au nord-ouest et au sud-ouest. J'ai envie de me demander, c'est un peu comme si vous donnez la nourriture à quelqu'un, après, vous qui avez donné la nourriture, vous lui dites, vous êtes rassasié. Vous lui demandez pas, est-ce que tu es rassasié? Est-ce qu'on a demandé aux anglophones, à la communauté anglophone, si elle est d'accord, si le contenu de ce code correspond à une solution à ces problèmes? Mais on nous fait croire que non, il y a des chefs traditionnels. On a créé une chambre des chefs traditionnels au niveau de l'Assemblée régionale, qui, naturellement, est un peu différente parce qu'au niveau, dans ce nouveau code-là, au niveau des régions du nord-ouest au sud-ouest, et pour ce qui est de la région, eh bien, il y a une chambre qui est composée des délégués, des conseillers municipaux, et des représentants du commandement traditionnel. Sauf qu'en fait, quand vous écoutez la plupart des membres de la communauté anglophone, ils ne vous disent pas que le statut de chef traditionnel fait partie des problèmes majeurs qu'ils connaissaient au quotidien. Leurs problèmes sont d'ordre économique, d'ordre linguistique, et même dans certaines mesures d'ordre culturel, et même que l'aspect culturel rejoint beaucoup plus l'éducation, rejoint également la pratique de la langue anglaise, qu'ils pratiquent parce qu'ils avaient le sentiment qu'il y a un processus de phagocytation, de francophonisation du système anglophone qui est mis sur pied. Mais quand moi je lis ce code, j'ai lu ce code qui a plus de environ 550 articles, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas l'impression qu'on a apporté une solution. Il y a un document qui a été adopté à l'Assemblée nationale, mais on n'a pas... Quel est le contenu du statut spécial? C'est de ça qu'il est question. Quand vous voyez, beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'en fait, le nouveau code est la synthèse de 4 lois. 4 lois de 2004 sur l'orientation, sur la loi sur les régions, la loi sur les communes, la loi sur le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, et également la loi sur... en fait, 4 lois, et la loi sur les régions, si je passe, il y a 4 lois. Donc, et beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, le code qui vient d'être adopté a tout simplement rassemblé ces lois-là. On a fait une synthèse des lois, et quand vous lisez les dispositions du code, vous voyez que
ces dispositions-là sont exactement ce qui était prévu dans les 3 lois de 2004 fixant orientation de la décentralisation, règles applicables aux communes et règles applicables aux régions, ainsi que le régime financier de l'État. Donc c'est pourquoi je veux dire, pour finir en 2 secondes, que franchement, si nous voulons régler, empêcher par exemple que l'ONU intervienne chez nous, n'est-ce pas, il faut être capable de ne pas créer une forme d'esbrouf contre nous-mêmes. Le régime sait très bien, Edmond l'a dit, il a dit tout à l'heure, il faut mettre sur pied un processus de dialogue sincère et ne pas recuser certaines personnes. Tout à fait. Que faut-il faire pour éviter des sanctions internationales contre le Cameroun au moment où des incendies, attaques ciblées, enlèvements, kidnappings et violences meurtrières se multiplient dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que lorsque certaines personnes sont dans la ligne de mire des séparatistes, ils ne réagissent pas de la même manière. Certaines personnes sont candidats et vous disent qu'elles ne le sont plus, et bien qu'elles ne l'ont jamais été. Un peu comme lorsque, il y a 2 ans, un de nos députés a été assailli à son domicile, il a déclaré qu'il ne retournerait plus à Yaoundé. Il a déclaré, mais il s'y est quand même retrouvé par après. Juste pour vous dire que parfois, pour la gestion de la peur ou de la terreur, chacun trouve le vocabulaire qui est approprié. Donc il ne faut pas que c'était le sentiment qu'il y aurait comme une espèce de passe-droit qui aurait été donné à la formation politique à laquelle j'appartiens. Je tenais à faire cette précision. Il y a aussi le RDPC. Je tenais à faire cette précision. Chacun pour sa part, je parle pour ma formation politique. Je parle pour ma formation politique. Donc, autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Cameroun ne subisse pas les sanctions internationales? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Une des choses qui doit être faite, c'est que il faut qu'il y ait transition politique au Cameroun. Les Camerounais sont fatigués. Mais le président de la République vient d'être réélu pour un mandat de 7 ans. Il achève à peine la première année de son mandat présidentiel. Le président vient d'être réélu, mais je vous dis que le fond de ma pensée, c'est qu'il y a une espèce de fatigue de la classe politique camerounaise. La classe politique camerounaise est exténuée. Et ce sont les métastases qui empêchent au peuple camerounais de pouvoir encore vivre ensemble. Si vous voulez que les choses aillent normalement, au-delà de toutes les réformes institutionnelles qui peuvent être apportées, il faut qu'il y ait une transition politique qui soit organisée. Le président de la République fait partie du problème. Je vous garantis que si demain, si ce soir, il va au journal le 20h et dit qu'il dépose, qu'il n'est plus président au 31 décembre, dès demain, les Camerounais commencent à jubiler. Je vous le dis et je serai parmi ceux qui vont jubiler. Pourtant, ses partisans estiment qu'il a encore l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre sur pied ces réformes pour l'avenir du Cameroun. Lorsque vous discutez avec ses partisans en dehors des micros, en dehors des plateaux de télévision, je ne veux pas les nommer ici là parce qu'il n'est pas important de pouvoir dire si un plateau de télévision que vous recevez comme information en off, eux-mêmes ils souhaitent qu'il y ait une véritable révolution sur le plan national. Les difficultés que nous subissons sont des difficultés qui n'ont pas trait à la coloration politique ou à l'origine ethnique des gens. Lorsque vous avez la difficulté à pouvoir entrer chez vous parce qu'il n'y a pas de route, lorsque vous avez la peine à pouvoir vous soigner dans votre pays, ça n'a pas de formation politique, ça n'a pas de parti politique. Tout le monde le ressent plus ou moins de la même manière au Cameroun. On a besoin d'avoir un nouveau leadership au Cameroun. Ça, c'est mon point de vue. Il faut absolument qu'il y ait un nouveau leadership. Parce que, voyez-vous, qu'on le dise ou pas, nous sommes en train de tendre vers une intervention internationale au Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que je l'ai dit il y a fort longtemps. En tant que Camerounais, on ne peut pas le souhaiter. Parce que très souvent, lorsqu'ils viennent dans un pays, plus tard, il y a le chaos, c'est le foutoir. Je prends le cas, on va citer l'Irak, la Libye, tous les pays, la Centrafrique, tous les pays où ils sont passés. Plus tard, ça devient compliqué. On commence à par vous dire qu'on va établir une zone tampon. On va établir une zone tampon et pour pouvoir contenir les deux factions. Mais on a très souvent le sentiment que les séparatistes ou bien ceux qui sont considérés comme les belligérants vont avoir une puissance de feu qui parfois va dépasser celle du pouvoir légitime. Comme ça a été par exemple le cas en Côte d'Ivoire, où à un moment donné, Gbagbo s'est retrouvé débordé par des gens qui étaient supposés ne pas avoir de formation militaire, militaire à l'origine. Donc, il faudrait que nous évitions une situation comme celle-là. Je suis citoyen, je suis chauvin.
Je ne souhaite pas que les questions qui intéressent le Cameroun soient gérées par d'autres. Mais nous sommes en train de tendre inexorablement vers cette solution-là. Jusqu'aujourd'hui, on nous propose des côtés sur des jambes de bois. À chaque fois qu'on sent qu'il y a la menace qui vient de l'extérieur, on organise une petite réunion, on prend quelques résolutions qu'on croit être des résolutions fortes. Mais voilà le statut particulier donné à ces régions à travers la loi qui a été adoptée. Je dois vous dire, ce n'est pas une réponse concrète du gouvernement. Je dois vous dire, je suis honnête avec moi-même. C'est une question qui est très importante pour qu'on puisse la traiter. Il fait de la politique politicienne. Le SIF. Non, je ne parle pas de vous. Je dis qu'on peut faire de la politique politicienne sur une question comme celle-là. Vous ne pouvez pas. Nous, au SIF, nous sommes pour le fédéralisme. C'est la solution définitive qui a été depuis sa création. Le fédéralisme apporterait une réponse profonde à la crise dans les régions du Nord-Ouest. Je vous garantis que s'il y a un discours aujourd'hui dans lequel le président de la République dit que nous avons adopté la solution fédérale et consorts, je peux vous garantir que les coups de feu vont cesser dans les régions du Nord-Ouest. Maintenant, le contenu, on peut même donner un contenu qui est un contenu minoré, qui pourrait être évolutif, mais il faudrait que nous passions par la solution fédérale. Même toutes les divergences qu'on évoque dans les textes et consorts, cette espèce de stigmatisation que certains ressentent dans les textes qui sont pris aujourd'hui au Cameroun, cette stigmatisation-là sera résolue dans le cadre d'une organisation fédérale qui est la meilleure pour pouvoir gérer les États pluriels. Parce que le Cameroun est une nation plurielle. Il faut pouvoir y parvenir en réglant définitivement la crise par le fédéralisme qui, il faut le préciser, fédérer c'est unir. Fédérer, ce n'est pas désunir. Et les meilleures puissances au monde, les plus grandes, sont les puissances fédérales sur tous les continents. L'Allemagne est fédérale, les États-Unis c'est fédéral, le Canada, le Mexique, le Brésil, ce sont des puissances fédérales. Même l'Inde est gérée de manière fédérale. Vous arrivez en Afrique, le Nigeria c'est fédéral. L'Afrique du Sud c'est quasiment la même chose. Il y a des régionalismes qui dépassent la fédération. L'Espagne c'est un régionalisme qui va au-delà de la fédération, avec les autonomies qui sont reconnues à cette région. Donc pour nous, c'est le fédéralisme. Maître Moustapha, je précise à nouveau que nous avons convié dans cette émission le mandataire du RDPC et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Le mandataire est toujours absent. Le représentant du RDPC, le parti au pouvoir, qui était attendu ici sur le plateau de droit de réponse et qui n'a pas fait le déplacement. Pourtant, ils ont été informés de l'organisation de cette émission. Ils ont reçu une invitation. Ils ont même mandaté une personnalité pour participer à cette émission. Merci à vous, Edmond Kamgia, Maître Désiré Sikati, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, Maître Moustapha Ngouana et Maître Simon C.H. Kakar, d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.